Donc vous êtes Monsieur Bernard Bouvray à Francine-le-Haut. Oui. Et puis donc j'ai vu dans la presse que pendant la guerre vous avez été passeur entre la France et la Suisse. Du coup j'aimerais bien si vous pouvez me raconter avec autant de détails que possible toute cette époque, disons. Pendant la guerre j'étais à Chapelle-des-Bois. D'accord. Je suis originaire de Chapelle-des-Bois. Moi je suis venu au Francine après la guerre pour le travail. Oui, j'étais à la déclaration de guerre et puis encore tantôt pendant l'occupation j'ai habité Chapelle. D'accord. Oui. Vous avez quel âge là au tout début de la guerre? Eh ben, j'ai eu 15 ans en 39, j'avais 16 ans en 40 à l'invasion. D'accord. Et vers quelle époque alors ça a commencé votre implication là dans la résistance, on va dire? Ça a commencé assez tôt pendant la guerre parce que à Chapelle on tenait un café, restaurant, boulangerie, tout ça. Et puis on connaissait beaucoup de Suisses déjà, parce que vu qu'on était proche de la frontière, souvent les dimanches, même en été, mais surtout en été, mais même des fois en hiver, des groupes de Suisses venaient manger chez nous. Et puis donc on en connaissait déjà, on avait pas mal d'amis si vous voulez sur la vallée de Joux. Et puis donc à l'invasion, quand les Allemands sont arrivés, on était un peu vexés de voir arriver les Allemands chez nous. Hein. Et puis mon père avait fait la guerre de 14, il avait été prisonnier en 18, mon oncle avait fait la guerre. On n'aimait pas trop les Allemands quand même. Ils sont arrivés vraiment en vainqueurs, en plus ils étaient vainqueurs, et puis on a défilé des troupes françaises qui longeaient la frontière pour descendre vers le Midi, qui était vraiment en désordre, c'était la débâcle. Quand on a vu arriver les Allemands bien organisés, fringués comme ils étaient, puis outillés avec tout ça, on était un peu vexés, quoi. Et puis moi, ce qui m'a vexé, parce que quand les Allemands sont arrivés, toute la population le long de la frontière, à Chapelle comme tout le long, les gens avaient un peu évacué les bords de route, ils étaient un peu retirés dans les anneaux, si vous voulez. Il y en a même qui étaient allés sur Suisse, et puis chez nous, mon père, ils étaient partis pas loin, à 2 kilomètres derrière, mais c'était sur la route. Puis moi, je suis revenu. Je n'ai pas voulu rester avec eux, je suis revenu, puis j'ai vu arriver les premiers Allemands. Et puis, les premiers Allemands, comme il y avait beaucoup de maisons vides, ils s'installaient, ils ne gênaient pas, ils prenaient ce qu'ils avaient besoin, ils se servaient, et tout ça. Et puis, moi, j'avais un petit drapeau bleu, blanc, rouge sur mon vélo. Puis, il y a un Allemand qui me l'a arraché en me disant « France finie ». Et puis, j'étais vexé, il dit « France finie ». Je n'ai pas osé répondre, et je me suis dit « France finie, on verra bien ». Mais je ne savais absolument pas à quoi, j'étais bien trop jeune pour penser à quelque chose, je ne savais pas comment on pouvait faire, je ne voyais pas, vu comme ils étaient équipés, organisés et puis tout, mais je pensais qu'il allait y avoir quelque chose à faire, mais je ne savais absolument pas à quoi, j'étais bien trop jeune pour penser, on ne parlait pas de maquis encore à ce moment-là, on ne parlait de rien. Et puis donc au cours déjà en 40, je suis passé en Suisse avec une amie, Victoria, que ça vous avez peut-être entendu parler, elle a écrit un livre aussi. Elle était passeuse aussi. Juste comme ça, il s'appelle comment le livre? Le sien, ouais. Ce que je n'oublierai jamais. D'accord. Et son nom de famille, c'est comment? Victoria comment? C'était Victoria Cordier, mais son nom, je crois qu'elle est plus connue sous le nom de Victoria Cordier. Son nom de mariage, c'était comment? Ouais, c'est vrai, je regarderai après sur Internet. Comment? Je regarderai, je me renseignerai pour le livre. Oui. Voilà, je me renseignerai. Oui. Et alors, vous êtes en train de me dire que vous êtes allé en Suisse avec cette Victoria? Oui, en 40. On a passé en Suisse pour aller chercher du ravitaillement parce qu'on n'avait plus rien. On avait tout donné aux troupes qui passaient, qui défilaient. Et puis, on n'était pas gênés d'aller en Suisse, on connaissait beaucoup de monde. Et on est allé aux Grandes Roches, là, on est tombé sur des bûcherons, tout de suite pas loin de la frontière, qui nous ont descendus, qui nous ont restaurés, donné du pain pour rentrer. Et puis après, on a un peu continué, puis on a continué surtout à se rencontrer avec nos amis suisses les dimanches pendant l'été, quand il faisait beau,
on se retrouvait sur Suisse pour pique-niquer. J'étais pas tout seul, mais on était une bande de copains qui connaissaient ces Suisses-là, puis 2-3 fois dans l'été, on allait pique-niquer ensemble. Et c'est au cours d'un de ces pique-niques que Fred Raymond, qui était un ami de mon père, puis que je connaissais bien, qui était mobilisé, parce que les Suisses avaient une mobilisation générale aussi. Et puis, lui, il était mobilisé au sentier, parce qu'il connaissait bien la forêt, il était solide, il était mobilisé au sentier pour le service renseignement suisse. D'accord. Et il avait besoin de quelqu'un sur France pour lui donner un coup de main, ne serait-ce que prêter un vélo, ou aller poster du courrier, ou aller en chercher, ou je sais pas quoi. Et puis, me connaissant bien, puis connaissant mon père, au cours de ces pique-niques, c'est là qu'il m'a proposé si je voulais travailler avec lui. Et puis, comme je cherchais l'occasion de faire quelque chose contre les Allemands, parce qu'ils m'avaient vexé un peu d'arriver déjà chez nous comme ça, et puis de m'avoir arraché mon drapeau. Alors il m'a proposé si je voulais travailler avec lui. J'ai sauté sur l'occasion, mais il s'est pas gêné pour me dire les risques qu'il y avait. Et puis il voulait surtout pas que je lui donne réponse avant d'avoir parlé à mon père. Il voulait pas m'engager sans que mon père soit d'accord. Puis évidemment, on est parlé à mon père. Il était d'accord, il connaissait bien Fred, c'était un ami. Et voilà comme ça a débuté. D'accord. Alors la première fois, la première chose que vous avez faite, c'était quoi dans ce... Au début, c'était pas important. On passait surtout du courrier. D'accord. Des papiers, du courrier des fois que je recevais qu'il fallait passer en Suisse, puis des fois du courrier qui venait de Suisse pour repartir en France, un micmac de courrier là qui était important. C'est en avançant dans le temps, c'est surtout en 42, 43, que c'est mieux important. Et puis, sur France, on essayait parce que à Chapelle, on a eu tout le temps de la douane allemande. Au début, c'était de la troupe, puis après, dans les 4 ans, ça a été de la douane. Seulement comme Champagnole, comme Arbois, Pontarlier, Morée, il y avait souvent de la troupe allemande qui venait se reposer ou qui venait, on ne sait pas quoi faire. Alors, il fallait chercher à savoir, il fallait copier les écussons qu'ils avaient sur leur col de veste ou sur les voitures, tout ça, pour savoir quel régiment c'était, et puis essayer de savoir combien ils étaient, ça c'était plus difficile. Et puis quand il y avait des véhicules, il fallait recopier les indices qu'il y avait sur les véhicules, sur les moteurs, sur les autos, tout ça. Puis voilà, au début c'était comme ça. Et puis en 43, c'est devenu encore plus important, il fallait aller jusqu'à Charleville, à la frontière belge. Et puis c'est pas moi qui suis allé, c'est Achille. Achille Griffon, c'était un copain d'école, mais qui était né à Chapelle, j'avais été à classe avec lui, je le connaissais bien. Et puis avant la guerre, ses parents avaient déménagé à Chapelle-Guin dans le Doubs, parce qu'ils étaient trop étroits dans leur exploitation, ça avait fait quelque chose de plus important. Et puis, ils étaient à Chapelle-Guin, donc, et puis, quand il a reçu sa feuille pour partir en Allemagne de la classe, pour le SPO, pour le service travail obligatoire, il est arrivé à Chapelle en pensant qu'il allait se monter un maquis. Lui, son idée, c'était, on parlait déjà de groupe de maquis à ce moment-là. Et puis à Chapelle, on n'était pas assez important pour monter un groupe, et puis on était trop surveillés. On a tout le temps eu la douane. Hein. Puis moi, j'avais des amis à Champagnole, j'étais souvent à Champagnole, déjà pour les renseignements, pour le service. Puis dans ses amis, j'avais un copain qui s'appelait Bochy, qui a été arrêté, qui est mort en Allemagne aussi, qui faisait partie de la résistance. Et puis j'ai pensé à lui, à lui pour Achille, mais à cette période-là, Fred m'avait parlé qu'il aurait fallu aller jusqu'à Charleville pour chercher des documents, des tas de choses. Puis moi, ça m'intéressait pas trop d'aller jusqu'à Charleville, j'étais jeune, et puis j'osais pas trop m'embarquer si loin, j'étais jamais sorti, moi. J'en ai parlé à Achille, puis lui, il s'en fichait pourvu qu'il soit pas chez lui.
s'en fichait de voyager, tout ça. Alors je l'ai emmené chez Fred. Puis je l'ai présenté, j'ai dit que j'étais un copain, puis comme Fred me faisait confiance, il a bien confiance en moi, il a dit, ben ma foi, pourquoi pas. Alors c'est Achille qui est allé à Charleville. Alors lui, il allait depuis Chapelle à Charleville chercher des renseignements, il ramenait à Chapelle, puis moi j'y passais en Suisse. Il a ramené un coup de la poudre de guerre, il a ramené beaucoup de documents, il a ramené des microfilms. Et un jour, il a ramené une grenade allemande, et il fallait passer en Suisse. En principe, c'est moi qui passais tout le temps, quoi. Voilà ce qu'on nous dit. D'accord, donc là, à cette époque-là, vous travailliez en gros pour le service de renseignement suisse, finalement. Comment? Là, vous travailliez pour le service de renseignement suisse, oui. 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 Oui, il y en avait, à Yverdon, il y avait un lieutenant de l'armée suisse qui était attaché à ça, au renseignement. Et puis donc, nous c'était chez Fred, notre pied-à-terre au sentier, j'étais chez Fred, puis Fred, il a cheminé à Yverdon, chez, Corday, non, c'était le lieutenant Corday, c'était son nom de guerre, mais son vrai nom, c'était Jacques Roch. Moi, je l'ai connu, on l'a vu, il est venu quelques fois au sentier. C'est lui qui collectait, puis après, ma foi, où c'est que ça allait, à Berne ou plus loin, j'en sais rien, parce que on savait pas trop. Il fallait moins parler possible, il fallait moins en savoir le moins possible au cas où on se fasse arrêter, qu'on ne puisse pas parler. C'est ça qui était dur. Je suppose que la plupart du temps, ce que vous transportiez, vous savez même pas ce que c'était, en fait. C'est ça? Oui. Quand c'était des pieds, non, on savait pas ce que c'est. On savait jamais ce que c'était. Quand c'était de la poudre, on a su que c'était de la poudre, c'était dans un bocal. On a su que c'était de la poudre de guerre. La grenade, on a bien vu que c'était une grenade, elle n'était pas emballée, elle était dans une musette de masque à gaz français. Vous savez, la grenade allemande, elle avait un manche. Alors le manche dépassait de la musette. On savait que c'était une grenade, oui. Et après, alors, la suite, ça a été quoi? Le développement encore? Après, en Suisse. Qu'est-ce qui s'est passé encore par la suite? Parce que j'ai lu dans l'article qu'après, vous emmeniez des Juifs aussi en Suisse. Après, ben oui, parce que c'est en 43 surtout, 42 ça a commencé, mais 43, on a amené pas mal de Belges. C'est Achille qui les amenait depuis Charleville, ils amenaient des Belges, que nous on passait en Suisse. Mais on savait que c'était des résistants, mais on savait pas ce qu'ils faisaient, fallait rien dire, fallait rien savoir. Alors on les passait, puis des fois on en a eu ramené depuis la Suisse, on les ramenait en France, ils repartaient. C'était des gars qui travaillaient pour le service renseignement, pour la résistance, quoi. Et en pratique, vous faisiez comment pour traverser la frontière? Parce que je suppose qu'il y avait quand même les Allemands qui surveillaient. Il y avait... oui, il y avait les détails un petit peu. Il y avait tout le long de la frontière, il y avait un cordon douanier allemand. Oui. Tous les petits villages, il y avait à Bellefontaine, il y avait à Chapelle, il y avait au Cernois, Chaumeux, Petite-Chaux, enfin tout le long. Il y avait, comme au Cernois, je crois qu'il y en avait qu'une dizaine, à Chapelle, il y avait une vingtaine d'Allemands qui patrouillaient jour et nuit. Puis nous, pour passer en Suisse, on passait toujours de nuit. Parce que d'abord, on avait notre travail, hein, ça rapportait rien, ça fallait qu'on aille quand même au boulot. Et puis, comme les Allemands, les douaniers qui étaient en poste, là, comme le chef à Chapelle, il a été là tout pendant la guerre, alors ils nous connaissaient bien. Et puis les jeunes, ils nous surveillaient. Il fallait qu'ils nous voient au boulot. Ils nous surveillaient tout le temps. Alors c'est pour ça que moi, ça m'intéressait pas trop d'aller jusqu'à Charleville. Alors, puis comme on allait au boulot la journée, moi je travaillais au bois, hein, j'étais à bûcheron et puis débardeur. Alors, on allait au bois la journée, puis quand on devait passer, ben, c'était toujours de nuit. Alors on a eu passé par le gîte d'Échelle à Chapelle, et puis par comme des cibles sur le chemin de la Fessette, où il y a le rendez-vous des sages, où j'ai écrit un livre. Vous l'avez vu? Non, je ne sais pas pour vous connaissez. Il s'appelle comment le livre? Il s'appelle comment le livre? Le rendez-vous des sages. D'accord. Parce que le rendez-vous des sages, c'est une baraque de bûcheron, si vous voulez, sur Suisse. Et puis c'est un lieu où on passait souvent. Et puis parce que le livre, c'est moi qui ai donné les idées. Vous êtes en train de me dire que vous passiez surtout la nuit, hein? Tout le temps la nuit, jamais de jour.
premièrement, on allait au boulot le jour, la journée, et puis la nuit, on était moins visible. Parce que mais c'était plus dangereux la nuit parce qu'il y avait le couvre-feu. De 11h à 5h du matin, on n'avait plus le droit de sortir des maisons. Et puis les Allemands, de nuit, ils tiraient sans sommation. D'ailleurs, j'ai un copain qui a été tué par les Allemands, mais à 5h du matin, 4h30 par là. Il rentrait de Suisse et puis il a pris une balle explosive dans le genou, il est mort sur la neige. D'accord. Il s'appelait comment, lui? Jean Personeni. D'accord. Mais c'était pas un autre groupe, c'était un gars, c'était un copain de Châtel-Blanc, mais de mon âge, on était d'être de mon âge, oui. Et lui, il était allé, il travaillait pas pour la résistance, ils allaient parce que en France, tout était à la carte. Hein. Et puis, les fumeurs, ils allaient chercher un peu de tabac en Suisse. Lui, c'était son cas, il était allé avec des copains chercher du tabac pour fumer. Nous, on en ramenait du tabac, parce que ça nous faisait une monnaie d'échange. Avec du tabac, en France, pendant la guerre, on trouvait de tout. D'accord. Et puis aussi, ça servait d'excuse si jamais vous étiez vu. Couverture, oui. Au cas où on soit arrêté par les Allemands, on pouvait penser qu'on était allé simplement à la marchandise comme contrebandier ou quoi, et ça cachait un peu ce qu'on faisait. C'était une couverture. Et vous saviez à quelle heure partaient les patrouilles allemandes ou est-ce que c'était là? Alors comment vous faisiez pour savoir? La première année, ils partaient par midi, 3h, 6h. C'était régulier. Mais après, ça a changé, ça n'a pas duré longtemps. Après, c'était n'importe quand. On pouvait les trouver n'importe quand, puis n'importe où. D'accord. Mais ils avaient une ligne quand même qui longeait la route, entre la route et puis la forêt, en direction, par exemple, Chapelle-Loup. En été, ils patrouillaient le long de la route et puis s'arrêtaient dans les maisons. Et puis en hiver, ils avaient une piste de ski qui passait entre la route et puis la forêt pour surveiller qu'il n'y ait pas de piste qui déborde. D'accord. Et ils allaient aussi dans les bois ou ils restaient près de la route là? Ils allaient des fois dans le bois, mais de nuit, ils n'avaient pas trop. De nuit, ils restaient plus en bordure de route et puis vers les maisons. Comme ici, il y avait des maisons des deux côtés de la route. Parce que il y avait toute la partie de Chapelle au Cernois, toute la partie droite de la route, c'était zone interdite. D'accord. Même pour travailler, il fallait qu'on ait une autorisation des Allemands pour aller travailler dans la forêt. Alors, c'était zone interdite, on n'avait pas le droit d'y aller sans papier. Alors, ils patrouillaient là. Alors, l'hiver, ils patrouillaient en ski. Et puis nous, l'hiver, on n'allait plus au bois, il y avait trop de neige pour aller au bois, alors, puis il n'y avait pas de chemin, on circulait qu'en ski, comme les chevaux, il n'y avait pas d'auto, il n'y avait pas de route. Alors, on allait encore bien en ski, et puis, on allait à la fromagerie, soit pour porter du lait, soit pour en chercher ou autre. Et puis, les jeunes, l'hiver, on avait le temps d'aller faire du ski. Alors, quand on avait besoin de traverser, on se trouvait 3 à 4 au chalet, à la fromagerie, puis qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Des fois on jouait aux cartes, des fois, quand il faisait trop mauvais, on jouait aux cartes, autrement, on allait en ski. Alors nous, notre équipe, on était 5 à faire ça. Alors, on proposait un endroit qui nous intéressait pour traverser. Alors, on n'avait pas de remonte-pente, on montait des bouts à pied, puis on redescendait. Alors, les Allemands, ils voyaient nos pistes, mais des fois, en suivant leur piste, on faisait une échappée. On quittait la piste, on montait un bout dans le bois, puis on descendait plus loin. Alors, ils allaient voir, des fois, ils montaient, ils allaient voir, puis ils redescendaient, vous voyez que les pistes revenaient à la route. Alors, ça nous servait d'échappatoire quand on voulait passer. Le soir, on partait, on prenait les pistes qu'on avait fait dans l'après-midi, et puis on partait, puis on revenait par le même endroit, alors ils n'allaient pas trop voir les pistes. Ils allaient voir 2-3 fois, mais quand ils voyaient que ça revenait toujours à la route, alors ils foutaient la paix. D'accord. Et les Allemands, globalement, ils étaient comment, sachant qu'ils étaient ici sur un peu le long terme, qu'ils vous connaissaient, etc. Les relations, elles étaient comment, disons, avec ces Allemands? On était en bonne relation. Comme chez nous, on tenait café. Parce que les Allemands, ils n'avaient pas trop à manger non plus. Alors, ils allaient un peu dans les fermes pour chercher des œufs, chercher des foins lapins, pour se ravitailler. Et puis, comme chez nous, ils venaient au café. On n'avait pas grand-chose à leur vendre, il n'y avait rien pour dire. Il y avait
il y avait un peu du mousseux, c'était du mauvais mousseux, ils appelaient ça du champagne. C'était un mauvais mousseux, mais c'est à peu près tout ce qu'il y avait dans les cafés pour vendre aux Allemands. Nous, on les connaissait, d'abord, en hiver à Chapelle, quand il n'y avait plus de chemin, rien du tout, s'il fallait aller chercher leur ravitaillement à eux, ben, le chef de poste allemand allait trouver le maire, il me dit je veux 10 hommes ou 12 hommes pour demain matin, alors il affichait ça au chalet, alors le maire affichait 12 noms, si les Allemands avaient demandé 12 gars, le maire affichait 12 noms, alors c'était les jeunes quoi, et puis, parce que comme à Chapelle il y avait quand même 7 prisonniers de guerre, des jeunes des fermes, 7 prisonniers de guerre pour 200 habitants qu'il y avait à Chapelle, c'était à peu près toujours les mêmes qui étaient réquisitionnés pour aller chercher leur ravitaillement. Alors, on allait avec une patrouille, il y avait un Allemand devant, un Allemand derrière, puis nous on marchait en colonne, et puis les jeunes de Chaumeux montaient le ravitaillement depuis Chaumeux au Cernois, nous on reprenait au Cernois pour arriver à Chapelle. Alors, le soir, des fois, on se retrouvait chez nous, et puis il y avait des Allemands là, on a joué aux cartes avec eux, ils étaient en principe pas trop mauvais, seulement ce qu'il y avait, c'était les douaniers, mais dans chaque village, il y avait un Allemand qui était autre que la douane, il surveillait les douaniers. Nous, il patrouillait, il se promenait ce gars-là, mais jamais celui-là, il nous embêtait, il n'avait pas la même tenue que les autres. Pas le même habillement, on voyait qu'il était supérieur. Mais celui-là, les Allemands le craignaient, parce que s'il avait vu un Allemand qui fasse pas son service, ou qui fasse quelque chose qui lui plaise pas, ou qui n'aime pas, il signalait, et puis cet Allemand-là, il partait en Russie. Alors ils avaient une fausse de la Russie, et on comprend. Mais alors, ils faisaient du service. Ils étaient obligés de faire du service quand ils étaient deux. D'abord, ils ont tiré, puisqu'ils ont tué. Moi, ils m'ont tiré dessus un coup, et puis un coup sur Gilbert Courvoisier et puis Joseph Blondeau, là, qui est rentré de Suisse. Ils se sont fait tirer dessus. Et puis, donc, mon copain, là, qui a pris une balle explosive dans le genou, puis qui est mort sous la neige. Ils étaient obligés de faire du service, mais pour dire qu'ils étaient vraiment méchants, non. Mais, non. On a eu discuté. Quand il n'y en avait qu'un, quand il y en avait deux, ils ne parlaient pas. Et quand il y en avait qu'eux, ils nous disaient ce qu'ils font. Nous, longtemps avant la fin, il y en a un qui nous a dit, quand ils ont attaqué la Russie, il y en a un qui nous a dit Allemagne caput, il nous a dit. Il était tout seul quand il nous a dit ça. Ils auraient été deux, il ne l'aurait pas dit. Oui, parce que c'est il a peur de se faire, oui, il a peur de la Russie. Et vous disiez même des fois, donc vous jouez aux cartes avec eux, quoi. Vous avez même joué aux cartes avec eux, des fois. Oui, on a joué aux cartes en rigolant, comme ça, oui. Et ils parlaient correctement français? Non, pas tous. Il y en avait quelques-uns qui parlaient un peu français. Et puis pour finir, ils se mettaient un peu, ils se faisaient comprendre, quoi. Non, ils ne parlaient pas beaucoup le français. Le chef très peu, déjà. Il y a un ou deux qui parlaient bien français, On a eu un douanier, il était professeur en Allemagne. C'était un bon type, C'était un type qui aurait bien aimé être chez lui que d'être là. Mais il n'osait pas parler, quoi. Mais il parlait bien français, celui-là. D'accord. Donc vous pouviez très bien jouer aux cartes un jour, et puis le lendemain, le même gars, il peut vous dire... Ah ben oui, c'est eux qui m'ont ramassé, c'est pas... Et justement, comment ça s'est passé cette fois où vous vous êtes fait tirer dessus, par exemple, juste pour savoir la situation que c'était? Vous avez dit une fois ils vous ont tiré dessus quand vous reveniez. Joseph et puis Gilbert, quand ils sont fait tirer dessus, eux, ils revenaient de Suisse. Ouais. Mais nous, quand on était trois, on revenait pas de Suisse, nous. C'était un dimanche soir. Et puis, on avait dansé au Cernois. Et puis, on voulait rentrer parce que ça nous plaisait pas. Et puis, c'était 1h du matin. On a dit, merde, il ne doit pas y avoir de patrouille à cette heure-là, on pensait qu'il n'y avait personne. On ne voulait pas rentrer jusqu'à Chapelle parce que c'était trop loin. On voulait coucher parce qu'on avait comme ici, on avait deux maisons qui étaient toujours ouvertes et puis il y avait tout ce qu'il fallait. Il y a une maison donc, qui était habitée, on pouvait manger, coucher, dormir. Et puis il y a une autre maison, on pouvait dormir. Il n'y avait pas, il fallait porter notre casque ou tout, mais c'était habitable, quoi. Alors on pensait arriver dans une de ces maisons, et puis il y avait une patrouille avant. Alors, on se trouvait nez à nez avec eux, il n'y avait pas de sommation, la nuit, ils ont tiré directement. C'est bien allé, ils nous ont loupé.
Voilà. Et là, vous êtes échappé, je suppose, dans On a le bois. on a sauté dans les champs pour se sauver. On s'est foutu à plat ventre. Tous, on a pensé tous la même chose. On s'est foutu à plat ventre, et puis on a vu arriver une auto. C'est eux qui roulaient en auto. Et on avait arrivé de loin, malgré qu'elle était camouflée. Ils avaient des camouflages, ils avaient juste une petite bande pour éclairer. Et puis, on a tous pensé la même chose. On a regardé arriver l'auto, parce qu'on n'était pas loin d'eux, on était à quoi, 50 mètres de la route, 50 mètres d'où ils avaient tiré. Et puis, on a regardé arriver l'auto, on a dit, si la patrouille arrête l'auto, on a le temps de se sauver. Puis on a vu la lampe électrique des Allemands qui arrêtait l'auto. Alors des fois, on s'est relevé, puis on s'est retrouvés tous les trois dans une maison un peu plus loin, où on pensait aller. D'accord. Et là, pour l'instant, donc, vous m'avez parlé du transport de courrier, de matériel, de ces autres agents aussi. Est-ce que vous avez après, il me semble que vous avez transporté des juifs aussi des fois, non? Ou des juifs aussi, non? Et vous avez emmené en Suisse. Des juifs, oui. Ouais. Oui, parce que donc au début, on n'a passé que des résistants, ou des gens qui avaient affaire en Suisse et puis qui revenaient des fois après. On pense que c'était des résistants. Et puis après, en 43, surtout quand il y a eu beaucoup de passages, il y a eu des juifs qui se sont pointés. Les premiers, on ne savait pas que c'était des juifs, on ne savait pas reconnaître des juifs. Pour nous, tout le monde était pareil. Puis après, on a compris que c'était des juifs parce que le gars, il nous a amené des familles entières où il y avait des tout petits gamins qu'on a passés sur nos épaules. D'accord. Alors là, on a passé du monde, hein. Mais c'est surtout l'été 43, avant, pas beaucoup. Avant, ce qui passait, c'était en principe des gens pour le service renseignement. D'accord. Tiens, Achille en a amené pas mal depuis la Belgique. Et là, par exemple, vous dites que vous avez passé beaucoup de monde. C'était combien de fois par semaine ou par mois que vous faisiez des arrêts? C'était pas régulier du tout. Des fois, on a passé 2 fois dans la semaine, puis des fois, on était une semaine sans passer. Ça dépend de ce qui se présentait, quoi. D'accord. Si on n'avait pas quelque chose à faire, on ne passait pas, hein. D'accord. Et avec des gens, justement, comme des familles entières, ça devait être nettement plus difficile, non? Vu qu'il y avait des enfants, des femmes, des gens qui avaient pas forcément l'habitude. C'est sûr. Le couple qui avait des gamins, je ne sais pas s'il y avait 10 ou 12 personnes, il y avait les grands-parents, les parents, les enfants, et les petits-enfants. On était 5 pour les passer, ce coup-là. Eh ben, on avait des petits gamins qui étaient hauts comme ça, qu'on a monté tout le long sur les épaules, comme ça, Popol puis moi, on avait chacun un gamin, et les autres, parce que quand c'était des juifs, ils avaient souvent des bagages, ils avaient souvent des valises avec eux. Les gens qui passaient pour le service renseignement, ils avaient une sacoche où ils avaient pas grand-chose. Mais les juifs qui se sauvaient, ils emmenaient tout ce qu'ils pouvaient, hein. Avec eux, on en a bavé encore bien, parce que une fois, c'était le père, la mère, puis le garçon ou la fille, je pense, on n'a pas su, hein. On pense que c'était le garçon et la fille qui étaient avec. Et puis, il marchait pas bien, le père, et puis les gars qui nous les avaient amenés, ou pas attention, qui dit parce que le père, là, il chope des crises d'épilepsie. Ben, je dis oui, mais on est beau avec ça, nous, c'est ce qu'il faut faire. Et puis, on l'avait laissé reposer bien longtemps avant. On n'aimait pas traverser la plaine de Condé-Ici parce que c'était trop dégarni, et puis les Allemands tiraient. Et puis, ce coup-là, on n'a pas pu aller tourner au fond parce que on essayait de passer, quand on devait traverser la route, on cherchait la traversée où il y avait du bois, hein, pour pas être à la vue. Et puis là, on devait passer comme ça, puis il ne marchait pas assez vite, on ne voulait pas y arriver. On m'a dit, tant pis, on va traverser la plaine. Alors, le copain qui était avec moi, était avec les gens là, qui répartissaient leurs bagages, et puis moi, je surveillais surtout la bordure pour savoir si je voyais bouger une patrouille. Et ce qui était dangereux, c'est que des fois les Allemands, ils s'asseyaient dans la maison. Ils étaient assis, alors ils bougeaient pas. Hors de nuit, on les voyait pas. Et puis ce coup-là, pareil, quand la bonne femme nous a dit qu'il fallait aller doucement parce que le père a chopé des crises d'épilepsie, on l'avait laissé reposer un bon moment avant pour qu'il soit bien en forme, et puis au plus mauvais endroit où ça risquait le plus, c'est là qu'il chope une crise, puis qu'il a tombé. Et puis la mère et puis la fille lui ont tout enlevé les papiers qu'il avait sur lui. Puis moi, j'ai pas vu faire, ça c'est mon copain qui a vu faire, moi j'ai pas vu parce que je regardais, je surveillais le terrain pour voir s'il y avait une patrouille, quelque chose qui bougeait, et puis
tout d'un coup, le copain a foutu une gueulée, il retourne savoir ce qu'il y avait. Il avait tout enlevé les papiers, puis la mère avait sorti une paire de ciseaux. Puis le gars, il a chopé les ciseaux. Nous, on a cru qu'elle voulait le saigner. Hein? Mais c'était pas ça. On a su après, mais longtemps après, bien après la guerre, on a su ce que ça voulait dire. Un juif, quand il meurt, il lui coupe un bout du col de chemise, en souvenir. Puis c'est ce que vous voulez faire, je pense. Il pensait qu'il allait mourir là, puis qu'on allait le laisser. Mais pour d'autres, pas question. Nous, morts ou vifs, il fallait qu'il passe, hein. Parce que, après, on aurait été drôlement embêtés si les Allemands avaient trouvé un corps là, ils se seraient inquiétés pour savoir ce qui se passait. On a gueulé. Moi, j'étais pas content non plus, hein. C'est après qu'on dit, hein, mais sur le moment, vous savez, quand on risquait autant que nous, hein, on risquait notre peau aussi, hein. La mère et la fille, elles se sont mis parce qu'il était par terre, il était comme mort, se sont mis à le gifler jusqu'à ce qu'il revienne à lui, puis il est revenu à lui, et puis le fils et puis mon copain l'ont monté comme ça, 3 kilomètres de forêt, pour arriver au mur suisse. Ils l'ont monté comme ça jusqu'en haut, il a chopé une crise en haut. Moi, je suis parti devant avec les 2 femmes. Enfin, à peine devant, quoi, par tout ça. Et le copain, il en avait marre, hein. Il n'a jamais voulu revenir, hein, celui-là. D'accord. Il a eu peur, et puis il en avait bavé. Et tous ces gens, ils étaient accueillis comment en Suisse? Tous ces gens, ils étaient accueillis comment en Suisse? Eh bien, ceux qu'on passait pour le service renseignement, il n'y avait pas de problème. On les menait directement chez Fred, et puis c'est Fred qui les acheminait où ils devaient aller. Ouais. Et ceux qu'on passait en fraude, si on veut, hein, pour les juifs ou autres qui voulaient passer pour sauver leur peau, comme ceux du STO, on en a passé pas mal du STO. Ouais. Et puis ceux-là, on les menait qu'au mur, on les menait au rendez-vous des sages, là, à cette baraque. Ouais. Et puis depuis devant cette baraque, il y a un chemin qui descend sur le bras sûr, tout droit, ils ne pouvaient plus se perdre. Hein. Mais ceux qui passaient, bon, comme les juifs, on les posait là, comme bien d'autres, on a posé là, autrement, le service renseignement, on les menait jusque chez Fred, puis c'est lui qui s'en occupait. Et ensuite, ces gens, après, ils devaient être internés, je suppose, non? Oui, il était interné, oui. D'accord. Mais j'ai mon copain qui était passeur avec moi, qui a passé beaucoup, puis en 44, oui, l'hiver 44, les Allemands commençaient à être mauvais et tout, puis lui, il savait se sentir surveillé, il est passé en Suisse. Ben lui, comme il faisait partie du service renseignement en Suisse, il était libre en Suisse. Ils l'ont placé dans une ferme, et puis il a travaillé à la ferme, il était nourri, logé, il gagnait rien, mais ça a bien arrangé les gens de la ferme, et puis lui, ça l'a planqué jusqu'à ce que la libération arrive, quoi. D'accord. Mais là, par exemple, le Fred, les Suisses, ça leur plaisait d'avoir comme ça des gens qui fuient le STO, des Juifs, tout ça? Ça leur plaisait aux Suisses d'avoir des réfugiés comme ça? Ben, pas trop, non. Ils en ont refoulé pas mal. Nous disaient qu'ils les refoulaient, mais enfin, nous, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils en ont pas refoulé sur Chapelle. Et puis, il y a un Suisse, un gendarme suisse qui a écrit un article dans le journal un coup, qui les refoulait à Bois d'Amont. Et puis après qu'il entendait les Allemands tirer dessus pour les fusiller. Mais c'est faux. C'est faux. Moi, j'ai rouspété pour ça, parce que c'est faux. Il n'y a jamais eu un fusillé à Bois d'Amont. Si les Allemands auraient ramassé, ils les emmenaient, ils allaient en prison, après on ne sait pas où ils allaient, peut-être en cas de déportation, on ne sait pas où ça atterrissait, mais il n'y a jamais eu un Allemand fusillé ni aux Rousses ni à Bois d'Amont. Il a écrit des conneries, celui-là. Mais par exemple, Fred, là, oui. Question. Lui, il savait que je suppose que vous emmeniez aussi des réfugiés, non? Oui, mais il le savait. Oui. Mais bon, lui, il disait rien. Ben, lui, il disait rien, non. Non, mais il le savait parce que on lui racontait tout d'ailleurs. On avait confiance en lui, puis il avait surtout nous confiance en nous. Alors, on se racontait tout entre nous, mais lui, il disait rien. Mais c'était pas de son ressort. Oui, c'est pour ça qu'on n'allait pas chez lui. Mais que les gars de la résistance, oui. Et même des gars du STO, on en a amené chez lui. D'accord. Et il les a logés un jour ou deux, puis après, ben, il les mettait au train pour qu'ils aillent plus loin, puis c'est tout, quoi. D'accord. Et justement, tous ces gens qui fuyaient, vous preniez pas un paiement, quelque chose, justement, parce que vous risquez votre vie aussi, comme vous disiez. Bien sûr, oui. Mais justement, il n'y avait pas, il rémunérait rien du tout, disons. Non,
Il y en a qui nous ont donné quelque chose, mais non, il y en a, ils ne pensaient pas, ou ils n'avaient pas les moyens, ou je ne sais pas. Non, ils ne nous rémunéraient pas. Non. Mais vous ne demandiez pas, des fois ils donnaient, mais... Non, ben non, on n'avait rien. Hein. D'accord. Mais qu'est-ce qu'ils donnaient comme chose, s'ils pouvaient? Je me rappelle pas. D'accord. Pas grand-chose. Parce que quand ils fuyaient comme ça, je suppose qu'ils devaient avoir pas mal d'objets précieux, c'est vrai, des fois. Le but, justement, c'était d'avoir... quand ils fuyaient comme ça, oui, ils devaient avoir pas mal de choses précieuses, justement. Je pense. Je pense parce que ils avaient des valises. Ils ont porté tout ce qu'ils pouvaient porter. Puis nous, on leur portait leurs valises. Eh bien, il y a des valises qu'ils ne voulaient pas qu'on porte, nous. Ouais, des petites valises, c'est eux qui les portaient. Alors on pense qu'ils avaient des souvenirs de famille ou des bijoux, je ne sais pas quoi. Oui, c'est logique. Nous, on ne cherchait pas, on s'en foutait. Hein. D'accord. Oui, il y en a qui nous ont donné quelque chose, mais il y en a qui ne disaient même pas merci. Mais on les comprend, parce qu'ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire, ils ne connaissaient pas, c'était de nuit, hein, nous on ne les connaissait pas non plus. Hein, les gens qui arrivent de nuit comme ça dans un village, puis qui sont pris en charge par des gars qui ne connaissent pas, il faut se mettre à leur place, hein, c'est pas simple. Bon, et puis, vous, finalement, vous avez été capturé par les Allemands aussi, oui, par la Gestapo. Ça s'est passé comment, ça? Ben, c'est un Alsacien, un étudiant à Dijon à ce moment-là, qui était venu en 1943, qui était venu une semaine à Chapelle avec des copains pour faire du ski. Ouais. Et puis, on n'avait pas discuté avec eux. On se connaissait puisqu'ils prenaient pension chez nous. Et puis, moi, je n'avais pas discuté avec eux. On causait comme ça de tout, puis de rien, du temps, puis du mauvais temps. Et puis, il était dans la résistance à Dijon. Et puis, il était surveillé. Puis, il y a un Français, mais qui était à la solde des Allemands, qui est allé le trouver en lui disant, en lui demandant s'il n'avait pas une combine pour faire passer quelqu'un en Suisse. Il fallait que quelqu'un passe en Suisse. Puis lui, comme il avait été chez nous, puis il avait vu ce qui se passait sans rien savoir à tout hasard, il donne notre adresse. D'accord. Puis c'était la Gestapo. D'accord. La Gestapo a téléphoné chez nous. Et puis mon père était remarié, moi j'ai perdu ma mère en 1938. Et puis ma belle-mère, donc, elle savait qu'on allait en Suisse, on lui ramenait du chocolat, du cacao, du café, ce qui lui manquait. Mais elle ne savait pas le fin fond de l'histoire. Elle ne savait pas qu'on travaillait pour le service renseignement. Et puis l'Allemand au téléphone, il n'a pas dit carrément qu'il voulait passer en Suisse, alors il a essayé de trouver des mots de passe, quoi. Puis ma belle-mère n'a rien compris du tout. Et puis elle lui dit, moi écoutez, je ne comprends rien, je ne sais pas ce que vous voulez dire, je ne comprends rien à ce que vous me dites. Mais à ce moment-là, cette semaine-là, mon père était à Dijon. Il avait été pour affaires de famille, on avait des apparentés à Dijon. Donc, il avait été pour affaires de famille à Dijon. Et puis il était passé chez un copain qui avait fait la guerre de 14 avec lui. Ouais. Et puis qui venait chez nous avant la guerre, il venait chez nous, puis on se fréquentait, quoi. Et puis il est passé pour dire bonjour à ce copain, puis ce jour-là, il était chez ce copain-là, chez Oët, qui était à Dijon. Et puis ma belle-mère dit aux Allemands, bon, écoutez, je ne sais pas du tout ce que vous voulez dire, mon mari est à Dijon, à telle adresse, puis voilà. Alors la Gestapo est allée, ils ont ramassé mon père, et puis quand ils ont vu que c'est moi qui voulais, eh bien, ils ont téléphoné à la douane à Chapelle de m'arrêter. C'est comme ça que j'ai été arrêté. Si ma belle-mère avait été au courant, elle aurait peut-être rien dit. Je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose. Mais oui, elle ne se doutait pas. Puis enfin, tout le monde peut se faire piéger comme ça. Et là, disons, c'était sur des indications, mais qui n'étaient pas très précises. Après, je suppose qu'ils vous ont interrogé, ils ont essayé de savoir. Oui, ils avaient c'est qu'ils ont des manières pour interroger. Alors, comme l'étudiant, c'est un Alsacien qui a été arrêté aussi, du coup, il était arrêté, puis il est devenu à Dachau aussi, lui. Vous voulez, comme il le surveillait, et puis qu'il donne une adresse, ben ça y est, pour eux, c'était tout de suite le gros coup. Alors, ils ont interrogé mon père, et puis ils leur racontent plus qu'il y en avait, mais ils ont fait parler mon père. Puis mon père, comme il a dit, s'ils nous arrêtent, c'est qu'ils savent quelque chose. Alors, il a avoué
avouer qu'il y avait des gens qui ont passé chez nous, puis qui allaient en Suisse, puis que j'étais des fois allé avec eux. Et puis pourquoi faire? Ben, mon père dit, j'en sais rien, mais pourquoi faire? Ils sont allés au tabac ou je ne sais quoi. Puis moi, ils m'ont arrêté après. Et puis, on a eu la chance de pouvoir se poser les deux, mon père, avant d'être interrogé. Alors moi, je savais ce que mon père avait lâché, puis il m'a dit, tu t'en diras pas plus, ils savent pas grand chose, il dit, ils savent rien. Alors comme j'ai été interrogé après lui, puis que j'ai reconnu la même chose que lui, sans en mettre plus, les Allemands, c'est possible, et puis, la deuxième fois, ça a été la même chose. La deuxième fois, parce que le premier coup, ils n'ont pas dit qu'ils disaient que mon père était là. Ben, je le savais, puisque j'avais réussi à le voir avant. Mais la deuxième fois, il m'interroge, je sais pas quoi. Et puis, mon père avait dit à l'interrogatoire, parce que les Allemands avaient demandé à mon père ce que je faisais, si j'allais en Suisse, tout ça. Il dit, moi, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il fait, moi, c'est une tête de l'art, on se cause pas. Et puis mon père, donc, il me dit ça, il me dit, tu sais, j'avais dit qu'on se parlait pas, que je savais rien, que j'étais une tête de l'art, je sais pas quoi. Au deuxième interrogatoire, quand les Allemands m'ont dit, vous savez, vous voulez rien dire, mais, et puis en même temps qu'ils m'interrogeaient, ils tabassaient un résistant qui avait été arrêté, je savais, ou 2-3 jours avant. Bon, c'était quoi un bureau comme je suis là, le palier était là, sur le palier, il tabassait un résistant, ils étaient sans arrêt à me dire, toi, alors il le tabassait dur, il me dit, toi, tu veux pas parler, mais lui non plus, il veut pas parler, mais ce coup-là, il va parler. Et puis il dit, si tu veux pas parler, c'est ce qui va t'arriver, il me dit. Moi, je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai rien de plus à vous dire. Puis là, il me dit, ton père, on a arrêté ton père. Il me dit, oh, ben, je sais pas. Et puis il me dit, si, puis il était bien plus bavard que toi. Parce que moi, c'est un Français qui m'interrogeait, c'est pas un Allemand. Et puis il était bien plus bavard que toi. Il dit, je sais pas ce qu'il a pu vous dire, on se cause pas. Parce que mon père leur avait dit ça. Moi, je leur dis encore ça. Ils ont dit, tiens, ben, c'est peut-être ça. Alors, ça a été terminé, là, l'interrogatoire. Alors, nous, on a échappé à la bastonnade parce qu'on a dit à peu près pareil les deux. Et puis, ils vous ont pris, en fait, pour un simple trafiquant de tabac, de machin, voilà. Oui. Oui, ben, ils savaient qu'il avait passé des gens, puisqu'ils se doutaient qu'il avait passé des gens. Puis je dis, bon, vous avez passé des gens, oui, qui? Ben, j'en sais rien, des gens qui allaient chercher du tabac, je sais pas quoi, j'en sais rien. On n'a rien dit plus, mais mon père a dit pareil. Alors, ils n'ont pas cherché plus loin. D'accord. Et ça, c'était où que ça s'est passé, cet interrogatoire? C'était à Pontarlier? Dijon. À Dijon, d'accord. Ah ben, on était à Dijon, à la prison départementale de Dijon, et puis les interrogatoires, c'était au siège de la Gestapo, c'était rue du Docteur Chaussier à Dijon. D'accord. Donc ils vous ont, vous étiez ici, enfin là par ici quand vous avez été arrêté. Et comment ça s'est passé alors en pratique? Ceux qui vous ont arrêté, c'est des gens que vous connaissiez, alors des Allemands de par ici? Quand ils m'ont arrêté, oui. Même comme mon père avait été arrêté, parce que mon père était à Dijon, puis il devait rentrer le samedi. Oui. Puis on faisait le pain pour le village. C'est moi qui ai fait le pain à sa place. D'accord. Et puis le vendredi soir, le 7 avril, quand ils m'ont arrêté, une patrouille, ils viennent me chercher pour m'emmener au poste. Et puis au poste, le chef me demande ce que j'avais fait. Puis moi, j'ai dit ce que j'avais fait la journée. Il me dit non, pas ça, qu'est-ce que vous avez fait contre l'armée allemande? Puis moi, j'ai essayé de rigoler. Je riais jaune, parce que j'ai dit ça y est, ça sent brûler, quoi. Et puis j'ai dit, moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre l'armée allemande? J'ai essayé de rigoler, ou je sais pas quoi. Parce il me dit, le chef, il me dit, ordre de la Gestapo de vous emmener à Dijon. Ou quand il a parlé de Dijon, j'ai dit ça y est, j'ai tout de suite pensé que mon père s'était fait pincer là-bas. Et puis, moi, j'ai fait encore le mariole parce que je devais faire le pain le samedi. Il me dit, demain, on part à Dijon. J'ai dit, moi, j'ai pas le temps, mais moi, je fais le pain pour le village. Il n'y a personne pour faire du pain. Et puis dimanche, en 44, le Pâques, c'était le 9 avril. Puis, c'était une fête, à Pâques. Et puis, je lui dis, j'ai pas le temps, c'est pas. Il dit, si ordre de la Gestapo, faut être à Dijon demain. Et puis, donc, il m'a demandé combien, ce qu'il fallait encore faire à la maison, si j'avais encore du boulot. Ben, j'ai dit oui, j'ai du travail à faire. J'ai prévu le vin, me pour préparer. Alors, jusqu'à quelle heure? Moi, jusqu'à 9h du soir. Non, c'était trop tard. 9h, il faisait nuit, c'était pas géré pour eux. J'ai préparé mon four, préparé ma farine pour le pain du lendemain, tout avec un Allemand qui me suivait partout dans la maison. Il m'a tout ouvert, et à ce moment-là, ça s'est su tout de suite que j'étais arrêté. Gilbert Courvoisier, qui est un de nos passeurs, un de nos copains, est tout de suite arrivé, parce que il savait, lui, ce que je risquais.
Il m'a dit, tu n'y vas pas, puis il était prêt à m'aider à me sauver. Puis je lui dis, mon père doit rentrer samedi à midi. Quand mon père sera rentré, je me barre, mais je ne me barre pas avant. Hein, parce que c'était prévu que si on se faisait arrêter l'un ou l'autre en dehors, de ne pas rentrer à la maison. Hein. On devait se retrouver à Tréfait. C'est un petit hameau de Sirop, là, au-dessus de Sirop, où on avait des maisons qui nous recevaient, qui pouvaient nous cacher, tout ça. Et puis, donc j'ai pas voulu me sauver, puis j'ai fait mon pain le samedi matin avec un Allemand tout partout, Gilbert Courvoisier qui m'a aidé, mais c'était plus pour que je me sauve, il voulait pas que j'y aille. Et puis j'ai dit non, alors ils ont envoyé quelqu'un à la gare. Mon père aurait dû arriver à Morbier, c'était notre gare, Morbier, à Morbier sur le quai de la gare pour dire à mon père de ne pas rentrer à Chapelle, d'aller à Tréfait. Mon père devait arriver au train de 11h, puis moi je partais au train de 1h. J'avais deux copains qui étaient sur le quai de la gare pour que mon père ne rentre pas à Chapelle, puis moi que je ne parte pas. Puis quand je devais partir, les copains m'ont dit, ton père était pas sur le quai de la gare à 11h. J'ai dit oui, parce qu'il s'est fait arrêter à Dijon. Je lui dis, il me dit, tu te fais des idées, mais il faut te sauver, il faut pas y aller, parce qu'ils savaient que si les Allemands avaient su, ils ont risqué gros. Eh j'ai pas voulu me sauver parce que mon père était pas au train, puis je voulais pas que mon père soit arrêté à cause de moi. Voilà. Juste une seconde, je regarde ici. Je voulais pas que mon père soit arrêté à ma place. Et comment vous avez fait pour le voir alors à la prison, votre père? Eh bien, le dimanche de Pâques, j'étais tout seul toute la journée. Et puis le soir de Pâques, il y a eu pas mal d'arrestations. Alors ils compressaient dans les prisons. Puis moi, ils m'ont pris dans ma cellule où j'étais, puis ils m'ont mis dans une cellule où il y avait déjà 3 gars. Puis dans ces 3 gars, il y avait un cheminot. Et des cheminots, ils ont fait gros pour la résistance. Hein. Et puis de ces cheminots, il y a déjà un moment qu'il était là, ce cheminot. Il était de Nevers. Et puis il savait qu'il y avait un gars du Jura qui était arrivé en cellule. Pourquoi? Parce que en prison, il y avait des gars, des jeunes qui étaient requis pour garder les voies, parce que les voies sautaient, hein, ça fait mauvais, des garde-voies. Alors ils réquisitionnaient des jeunes pour garder les voies. Souvent c'était eux qui les faisaient sauter. Hein. Alors quand les voies sautaient, ceux qui étaient responsables de la garderie, eh bien, ils les ramassaient, puis ils faisaient 2-3 mois de prison. Hein. Mais en prison, ils n'avaient pas le même régime que nous. Et comme les Allemands n'avaient pas assez de monde pour faire le service dans les prisons, passer les balayettes pour nettoyer, distribuer le café, distribuer la soupe, c'est ces gars-là qui faisaient. Alors ces gars-là, si on avait un bout de papier à faire passer à un d'une cellule, parce que nous, les prisons et les cellules étaient comme ça, mon père était de ce côté-là, moi j'étais de ce côté-là. Nous, on pouvait parler avec ceux qui étaient du même côté par les fenêtres, à midi. Hein. Et comme mon père était de l'autre côté, on ne pouvait pas discuter avec lui. Alors, si on avait un mot. Donc, ce gars de Nevers savait qu'il y avait un gars du Jura qui était là. Puis bon, il me dit, d'où viens-tu? Parce que la première question qu'il pose, d'où viens-tu? Qu'est-ce que t'as fait? C'était, qu'est-ce que t'as fait? Rien. Parce qu'il fallait rien dire. Et puis, d'où viens-tu? Je viens du Jura. Il me dit, tiens, il y a un gars du Jura qui est arrivé hier, qui dit, il est à la cellule 3 en face. Est-ce que tu veux le voir? Moi, je lui dis oui, je veux bien voir qui c'est. Parce que j'ai pas dit que c'était mon père. Alors, il m'a expliqué comment il fallait faire pour se rencontrer. Parce que on sortait qu'une fois par jour, pas tous dans les cellules. C'était pour aller vider les tinettes. Hein. Et donc, la prison de Dijon, elle est en étoile, comme ça. Il y a un rond-point au milieu, puis il y a un Allemand qui se met sur le rond-point, et puis il m'a expliqué au coup de sifflet, la porte est ouverte, on n'a qu'à la pousser. Le coup de sifflet, on tient la tinette et puis il faut se mettre le nez au mur. Le deuxième coup de sifflet, on se met en rang. Le troisième coup de sifflet, on part en rang pour aller vider la tinette. Et puis, dans la cour, on vide dans une cour. Et puis le gars m'a dit, tu verras, parce que tu vides la tinette à un endroit, puis tu repasses de l'autre côté, il y a un robinet, et puis tu rejoins le groupe qui passe là. Alors il me dit, tu repères le gars qui est en face, et puis tu te colles derrière, si tu as quelque chose à lui demander, à lui dire. Et puis il m'a dit déjà au départ de la cellule,
quand on se met le dos au mur, au deuxième coup de sifflet, il dit, tu repères le gars qui sort de la cellule 3, et puis tu te colles derrière, tu cours, tu traverses, tu te colles derrière, tu vas peut-être prendre une bastonnade, mais tu vas arriver à lui parler. Puis moi, je guettais celui qui allait sortir, et puis évidemment, j'ai bien reconnu mon père tout de suite. Alors, au deuxième coup de sifflet, j'ai couru, puis j'ai traversé derrière, je me suis collé à mon père. C'était serré, parce que j'étais comme ça avec la finette sous le nez, puis l'Allemand a vu, ils avaient toujours une baguette, une laisse à chien en cuir, là, comme un fouet. Il est arrivé à grande enjambée, il a foutu une bastonnade au gars qui était derrière moi. Puis moi, j'étais gêné. J'étais nouveau en prison, j'étais tout bleu. Je dis au gars, il dit, tu m'excuses, j'ai rien pu dire, parce que d'abord ça s'est passé vite, j'ai pas eu le temps, j'ai rien pu dire, mais je voulais parler à mon père, c'est mon père qui est devant moi. Il me dit, mais t'as bien fait de rien dire, il me dit, parce qu'on aurait été deux à recevoir au lieu d'un. Il y avait déjà une complicité entre prisonniers. Alors mon père a pu me dire un peu ce qu'il avait dit, puisqu'il avait déjà été interrogé, et puis après, donc, comme il m'avait expliqué, le gars de Nevers, là, on a fait 2 tours, lui il avait les mêmes consignes que moi, on a fait 2 tours, alors au lieu d'avoir 2 minutes, on a eu 3 minutes, peut-être 4 minutes pour pouvoir à peine se parler, et après on est rentré dans nos cellules, et là mon père avait oublié de me dire quelque chose, donc justement, qu'on ne se causait pas, j'avais une tête de lard, alors il avait écrit sur un bout de papier hygiénique, pour ça, il a fait passer par un des stubedites, ceux qui faisaient la corvée, il m'a passé, et puis, il était justement en train de dire ça quand la cellule s'est ouverte pour qu'il vienne me chercher pour l'interrogatoire. Je suis le temps de lui dire. Voilà comme c'est allé. Alors, moi j'étais fort parce que je savais ce que mon père avait dit. J'étais fort pour leur sanitaire parce qu'ils en mettent bien plus qu'il n'y en a pour nous faire causer. Je dis, alors il écrivait à mesure, hein, il écrivait, et après il me dit, tiens, tu signes, il me dit, je dis, ben je peux lire. Je lui dis oui, ben, tu peux relire. Il me dit, alors je relis. Je dis, mais j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Il me dit, moi je signe pas ça, moi j'ai pas dit ça. Il me dit n'importe comment, ça n'a pas d'importance. Bon, c'est pas la peine que je signe, j'ai refusé de signer, j'ai pas signé. C'est bon. Donc après, plus ou moins, donc vous avez avoué que vous avez avoué faire des transports à oui, il m'a dit qu'il savait que j'avais passé des gens, je suis passé des gens, qu'est-ce que j'ai dit oui, peut-être bien, ils sont allés en Suisse, je préfère chercher du tabac, je pense, je sais pas, moi. Il dit combien de fois, ben, une fois ou deux, je n'en ai pas dit trop. Ils n'ont pas trop cherché, vu qu'on avait dit les deux pareils avec mon père. Hein, on avait dit la même chose. Mon père avait dit, bon, je sais pas ce qu'il fait parce que c'est une tête de lard et on se pose pas, puis moi je lui ai dit pareil. Alors ça a fermé un peu le dossier, ça a été fini. Ils sont venus me chercher un coup, moi je disais, parce qu'on avait toujours la crainte en prison qu'ils apprennent quelque chose, ou qu'ils arrêtent quelqu'un d'autre, et puis qu'ils parlent. Et puis, ils viennent me rechercher un coup, on aurait été toute la journée au mitard, là-bas à Dijon, parce qu'ils nous interrogeaient, c'était rue du docteur Chaussier, c'était pas à la prison, j'avais peur qu'ils avaient pris quelque chose, mais c'était pour me demander si j'acceptais d'entrer dans les milices de la milice. Il m'a dit, tu sais, ils sont bien dans la milice, ils sont payés, ils sont habillés, et puis on te mettrait dans un autre coin pour que tu sois pas reconnu, je sais pas quoi. Oh, je lui dis non, mais je suis pas militaire, j'aime pas le métier militaire, je me dis, bon, mais tu risques d'aller en Allemagne. Je lui dis, ils sont pas malheureux, ceux qui vont travailler en Allemagne, je sais pas ce qu'ils m'attendaient, mais... Ouais, d'accord. C'est marrant comme ça qu'ils voulaient ils me rembaucher de l'ennemi à leur collaborateur, juste comme ça. Oui, il a dit, tiens, c'est un jeune, c'est un gars. Puis il voyait que je lui tenais tête, il voyait, il dit, tiens, il serait peut-être bien un bon milicien, qui s'est dit, je pense, hein, j'en sais rien. Et puis, j'ai dit, moi, j'aimais pas l'habit militaire, que j'étais pas, j'ai dit, j'aime pas les armes, puis j'aime pas l'habit militaire. J'ai dit, non, ça m'intéresse pas. Mais puis, à travailler en Allemagne, ben, ils sont pas malheureux, parce que ils ont une forte propagande pour aller travailler en Allemagne, hein, pour le service obligatoire, là. Oui. Et alors, combien de temps vous êtes resté à Dijon, là, comme ça? 2 mois. Et après, vous avez été emmené où? Eh bien, pour le débarquement, ils nous ont évacués, ils nous ont emmenés par la gare de Dijon, par le train jusqu'à Paris, puisqu'on a Compiègne, on était bombardés à Paris, parce qu'ils nous ont emmenés, c'était le débarquement. Alors, on a eu le gros bombardement la nuit, Saint-Georges, le train a pu repartir à la nuit
jusqu'à la gare du Nord à Paris, puis là, les voies ont sauté. Il a fallu des camions pour nous emmener, les trains n'allaient plus. On a passé encore 4-5 jours à Compiègne, puis de Compiègne, ils nous ont embarqués sur Dachau. D'accord. Là, c'était le fameux, enfin, là où ils regroupaient tout le monde avant qu'ils soient déportés. Compiègne, c'était le camp au départ. Quand ils vidaient les prisons de France, ça était presque tout dirigé sur Compiègne, puis après ils formaient des trains pour l'Allemagne, pour différents camps en Allemagne. Et à Compiègne, ça se passait comment alors là? Parce que là, il y avait un mélange entre résistants, vrais criminels. On était tout mélangé. Ça se passait comment là-bas? Ça se passe, on était heureux parce qu'on sortait de cellules et puis on était à l'air libre. La nourriture, c'était pas bien bon, pas meilleur, disons, mais on était au moins à l'air libre, quoi, puis on pouvait circuler dans le camp, on pouvait causer avec d'autres, ça changeait. Mais ça n'a pas duré longtemps, hein. Un dimanche matin, ils nous ont tous rassemblés, puis on les a embarqués dans les wagons pour l'Allemagne, et on était 2000 dans le convoi, puis on était 100, puis dans notre wagon, on était 110 dans le wagon. Des wagons à bestiaux, hein. D'accord. Serrés comme des sardines. Vous savez quelle date c'était, le jour où vous avez été transporté? C'est le 7 juin qu'on était à Compiègne. On est arrivé le 8 juin à Compiègne, ça devait être autour du 15 juin. Oui, j'ai la date sur un livre là, que je retrouve. C'est autour du 15 ou 20 juin. Juste après le débarquement, quoi. Hein? Juste après le débarquement. Oui, juste après le débarquement, parce que après nous, on a eu la chance dans notre convoi, parce qu'on a mis 3 jours et 2 nuits pour aller de Compiègne à Dachau. Et puis nous, on a réussi par la pluie. Alors on n'avait pas trop chaud dans les wagons. Moi, j'ai pu, par les interstices du wagon, j'ai pu passer mon mouchoir pour qu'il mouille, pour pouvoir sucer un peu, parce qu'on n'avait rien mangé. Mais là, c'est pas la faim qui nous tourmentait, mais c'était la soif. Mais le convoi d'après nous, qui a voyagé par le soleil, sur 2000 prisonniers, il y a eu 900 morts. Ça, c'est le fameux, justement, le convoi de la mort. Le convoi de la mort, c'était le 3 juillet. D'accord. Alors nous, ça devait être 15 jours avant. D'accord. Oui, justement, c'est pour ça que je vous demandais la date, parce que ce convoi de la mort, j'ai entendu parler, j'avais mis un livre. C'est le convoi après nous, le convoi de la mort. D'accord. Convoi du 3 juillet. Je me rappelle bien de cette date-là que d'une autre. Je ne sais pas pourquoi, parce on le cite souvent. Et ça se passait comment dans les wagons, là? Parce que bon, là, il y a dû y avoir des morts, hein, quand même. Oui, nous, on a eu quelques morts, on a eu des fous. D'accord. Ça se passait mal parce qu'on faisait de soif. Et puis, comme c'était le débarquement, on a mis 3 jours pour aller à Dachau, c'est à côté de Munich, c'est pas loin. Je vous dis que ça roulait mal. Ouais. Et puis, ils nous arrêtaient dans les gares ou des fois en pleine campagne pour laisser passer les trains militaires qui avaient la priorité. Et il y a des gens, parce que on gueulait par les fenêtres qu'on avait soif. Il y a des gens qui ont essayé de nous apporter de l'eau, mais les Allemands nous ont pas laissé, hein, ils écartaient les gens n'avaient pas le droit d'approcher les wagons. Et puis, nous, dans notre wagon, on avait des Espagnols avec nous. Et puis, j'avais des copains français qui avaient démonté des barres de fenêtre, c'était des tiges, hein, qu'on tirait pour les ouvrir la fenêtre, et on les repoussait avec un cran pour la fermer. Il y en a qui avaient démonté ces tiges-là pour avoir quelque chose pour former. On pensait défoncer les wagons pour se filer par-dessous. Et les Allemands nous avaient prévenu que s'il y avait des évasions, ils fusillaient le reste du wagon. Alors les Espagnols, quand les copains ont commencé à essayer de quitter le wagon, les Espagnols se sont mis à gueuler, puis c'était fini, on n'a pas pu essayer. Je ne sais pas ce que ça aurait donné, peut-être qu'on avait tort, je ne sais pas, non. On était d'accord d'essayer. Ah, d'accord. Et vous dites qu'il y avait des gens qui devenaient fous aussi. Oui, mais dans notre wagon, il y a eu 1 ou 2 fous, mais vraiment fous. Il y en a un qui avait une bouteille, il avait dû la rentrer avec lui, avec de l'eau dedans quand il est rentré dans le wagon, puis il avait plus d'eau du tout, et puis il gesticulait dans le wagon, il a cassé la bouteille. Moi, c'est un copain, parce qu'on était à moitié marteau aussi, nous, on était à moitié endormis, un copain qui m'a poussé, comme ça il m'écrasait la bouteille, cassée. Hein, il tenait le goulot, puis la bouteille était cassée. Il m'écrasait la tête avec ça. Il l'a fracassé contre le bord du wagon. Moi, j'étais au bord du wagon. Il s'est tout entaillé la main. C'est de la folie, quoi. Hein, pourquoi faire? Ça lui donnait rien, mais c'est fou. D'accord. Et qu'est-ce qui se passait avec ces gens-là, justement? Avec lui, par exemple? Quelqu'un le tapait pour l'assommer? Ses copains essayaient de le calmer. Mais c'est un gars qui est fou pour le tenir, hein.
Et on était tellement serrés, on était comme des sardines, alors ça s'est arrêté comme ça, mais nous, dans notre wagon, on a eu je sais pas si on a eu des morts, il y a eu des morts, on a eu quelques morts, hein, mais c'est le convoi d'après qui a eu tant de morts. Et que vous disiez donc vous avez trouvé une combine pour réussir à avoir un petit peu d'eau quand même, avec le mouchoir là. Oui, donc passait par les interstices du wagon, il pleuvait. On laissait mouiller un coup, la pluie mouillait, on ramassait autant de suie que d'eau, mais ça fait rien, ça nous humectait au moins la bouche, hein, parce qu'on avait la langue épaisse. Hein. Il y en a qui ont avalé leur langue, ben ils sont morts. Hein. C'est terrible la soif, terrible. C'est pire que tout. Et il a plu tout le temps, tous les 3 jours. Les 3 jours, il a plu. Oui, et 3 jours de pluie. La chance qu'on a eue. Oui. D'accord. Et les Allemands, ils étaient beaucoup là à garder ce convoi, ça se passait comment avec les Allemands? Je ne sais pas combien il y en avait, mais chaque fois que le convoi s'arrêtait, à part les interstices, on les voyait circuler le long du train. Hein, on était 2000, hein. 2000, ben on avait 20 wagons, quoi. Et ces Allemands, ils vous menaçaient, ils disaient quelque chose ou ça vous... Ah ben, fallait pas gueuler, fallait pas essayer de rien, non, ben, ceux-là, il y a un groupe d'Allemands qui nous amenait jusqu'à la frontière. Quand on a passé la frontière, c'est un autre groupe qui nous a pris en charge. Et quand on est arrivé à Dachau, c'était dans la matinée, on est arrivé à Dachau, il y avait plus aussi à Dachau parce qu'il y avait des flaques d'eau sur la route. On s'est tous précipités, moi le premier, hein, parce que j'étais jeune et j'étais vif à ce moment-là, précipités sur les flaques d'eau pour boire. On buvait l'eau de la route. Il y avait le pied de la gare, il y avait des gros salades, des gros pissenlits qui avaient poussé contre les talus, et puis avec les locomotives, avec la Suisse, avec le goudron, je sais pas quoi. On a sauté là-dessus, on a arraché l'herbe pour mâchouiller, pour pouvoir saliver. Ah ben 3 jours, c'est fou, hein. Oui. Et après, vous avez été à Dachau, donc. Oui. Donc de juin. Ben, on était à Dachau, on est arrivé. Ben oui, on est arrivé au mois de juin. On a été 8 jours à Dachau. On était dans des blocs je sais plus comment on les appelle ces blocs, c'est des blocs fermés. C'est des blocs parce que comme il n'y avait plus de main d'œuvre en Allemagne, les Allemands comptaient sur cette main d'œuvre là pour travailler. Ouais. Et puis ils avaient des blocs je sais plus comment on les appelle, de quarantaine, des blocs de quarantaine. Alors dans le bloc de quarantaine, c'était des blocs qui étaient prévus pour 300 prisonniers. Ouais. Puis on était 900. Alors, le chef de bloc nous coûtait dehors à 5 heures du matin, sur un soleil de plomb. On avait le crâne rasé. Et puis, dehors dans la cour, on ne pouvait pas tous s'asseoir. On était serrés comme des sardines. Et puis moi, je vivais pas, j'ai tout fait. Mon père, qui parlait un peu l'allemand, a compris un coup qu'un Allemand, un civil allemand, qui est venu, qui a parlé avec le chef de bloc, et puis qui a dit au chef de bloc qu'il volait 200 prisonniers, 200 stucs. D'accord, 200 pièces, ouais. 200 stucs pour le lendemain. Il nous dit ça. Je dis à mon père, je me mets sur les rangs, tout le temps là, moi je respire plus là-dedans, j'ai tout. Si vous voulez, mon père n'était pas d'accord. Ça ne veut jamais être volontaire, il voulait pas. Ah, j'ai dit, tu fais comme tu veux, moi je fous le temps, j'ai tout là. Donc il a vu que je tenais tête. Parce qu'ils étaient organisés, les Allemands, hein, nous comptaient sans arrêt, toujours en rang. Alors, il s'est mis en rang à côté de moi pour être pris. Et puis, donc, ils nous ont comptés comme des moutons. On ne sait pas pourquoi, hein. Il y en a qui allaient à droite, il y en a qui allaient à gauche, je ne sais pas pourquoi. Et mon père a vu que moi je partais d'un côté, puis lui de l'autre. Alors il a fait un demi-tour, il est revenu sur la colonne pour être pris, pour essayer de se suivre. Et l'Allemand qui comptait l'a reconnu. Il a dit en allemand qu'il était trop vieux pour travailler. D'accord. Alors mon père a fait voir qu'il a encore des biceps, qu'il voulait travailler. Alors l'Allemand lui a foutu un coup de cure derrière, puis je ne sais pas s'il est en allemand, mais enfin, il a dit t'as qu'à y aller, puisque tu veux y aller. C'est comme ça qu'on ne s'est pas quitté. Comme ça, mon père, il aurait été affecté, on a su après, on ne savait pas ce moment, à Dachau, parce que là, c'était pour aller à Alac, c'est un commando de Dachau. Donc, s'il avait été affecté à où il devait aller, il allait au bloc des déficients. Ah oui, là, le bloc des déficients, ils étaient plus nourris, et puis ils sont tous morts. J'ai 2 copains qui avaient leur père aussi, un gars du Doubs et un gars en Auvergnat. On me dit, on est bien content parce que
au moins ils ne travaillent pas. Ils disent, oui, mais ils ne travaillent pas, mais ils ne mangent pas non plus. Alors, les deux copains, leur père est mort là-bas, ils les ont pas revus, tandis que moi, mon père, il est rentré quand même. Et vous étiez dans le même commando alors à Alap, c'est ça? On était à Alap, mais pas le même commando, parce que je sais pas pourquoi, moi, on fait à une usine, j'ai toujours qu'on a eu de la chance, parce que où j'ai été affecté, puis lui aussi, dans une usine on travaillait pour les moteurs d'avion allemands, et puis on était à l'abri. Parce qu'il y a le commando après, les 200 qui ont suivi de notre convoi, qui sont arrivés à Alap, ils ont été à la terrasse, c'est-à-dire au terrassement, bétonné toute la journée, coulé pour monter des usines que les Anglais foutaient en l'air. On dit qu'on a eu de la chance, alors mon père était affecté à un bloc, moi à un autre. Moi je travaillais de jour, lui il travaillait de nuit, ou l'inverse. On se voyait le dimanche après-midi. D'accord. Et ça, à Alap, vous êtes resté jusqu'à la fin de la guerre après? Ah oui, jusqu'à la libération, jusqu'à ce que les Américains sont arrivés. Et juste l'arrivée à Dachau, disons le premier jour quand vous êtes sorti du train, oui. C'est passé comment la procédure on va dire, d'accueil, entre guillemets, au camp? Je suppose qu'ils avaient... On était désignés par baraque, et puis les premiers jours, on faisait des corvées, c'était pas pénible de rien du tout, en attendant qu'ils nous attachent à une usine, à un emploi autrement, quoi. On était dehors, on était à l'air libre, on respirait déjà mieux, on n'avait pas grand chose à manger, mais on respirait déjà mieux, ça allait bien. Puis après, quand on était à l'usine, alors là c'était un peu plus dur, parce qu'on travaillait 12 heures par jour, et sans manger beaucoup, quoi. Sur le livre, là, il y a l'arrivée des Américains. Dans les photos. Là, c'est un mirador, là. C'est la minute, cette photo est prise par les Américains. C'est la minute où ils arrivaient. Moi, je suis par là, donc. Vous êtes sur la photo? Moi, je suis sur la photo, oui. En grand, au niveau bien, moi, je sais où je suis. Mais dans une photo bien plus grande, moi, je suis sur la photo, là, c'est un mirador à l'axe. D'accord. Et ils vous ont fait le fameux tatouage, là, ou à Dachau? Non, pas à Dachau. On n'était pas tatoués à Dachau. Et ils vous ont donné cette tenue rayée, tout ça, là? Ils vous ont donné cette tenue? Vous avez eu la tenue, là? Oui. Je l'ai donné au musée de Besançon, ma tenue. Oui, on était habillés comme ça. D'accord. Et vous l'avez gardé, votre tenue, après? Non. Mon père, je ne sais pas ce qu'il en a fait. Parce que vous avez dit que vous l'avez donné au musée, donc. Moi, j'ai donné ma veste au musée, puis mon bonnet. D'accord. Mais donc, vous l'avez gardé? Donc, oui, on n'avait rien d'autre pour montrer. Moi, mon pantalon était foutu, il était tout déchiré, puis tout sale. Alors, on est allé dans une caserne SS, et puis j'ai trouvé un pantalon des Panzerdivision. D'accord. Je suis rentré avec un pantalon de l'armée allemande, il n'était pas vert, il était noir. Et puis ma veste, puis mon bonnet, on est rentré comme ça. Et j'ai un copain d'Arbois qui est rentré avec toute sa tenue, il était propre, lui, pas trop dégueulasse. Dans le camion, je sais pas si, il y en a qui sont habillés encore, je sais pas si il est, non, mais je l'ai ailleurs. Oui, voilà, il y en a qui sont habillés, puis il est dans sa tenue aussi. Il y en a qui ont leur tenue, là, oui. On est rentré enrayé, oui. D'accord, donc tout le monde est rentré enrayé, parce que j'ai toujours entendu dire qu'à l'arrivée, comme c'était plein de poules, tout ça, qu'ils ont tout brûlé, quoi. Mais ça, c'était pas forcément le cas, quoi. Comment? J'ai toujours entendu dire qu'à la libération, comme les tenues, elles étaient pleines de poux et tout ça, oui, qu'elles ont été détruites, plus ou moins. Non, parce qu'ils n'avaient pas pour nous habiller. Ceux qui sont habillés à côté, c'est qu'on est allé servir dans les casernes SS. Moi, je suis allé chercher un pantalon, le mien était foutu. J'aurais pu faire un choc avec mon pantalon. Puis on était plein de poux, ça c'est sûr, plein de puces, puis de toute la vermine. On a eu des punaises, des morpions, on a eu tout comme vermine. Mais on a été désinfectés, je sais pas combien de fois, nous ont emmené donc mon camion, puisque le préfet n'a pas voulu donner de place pour nous ramener. Et puis, la première nuit, on a couché à Bregenz, en Autriche. Et puis, donc, automatiquement, ils nous ont désinfectés au DDT, la poudre, tout ça. Après, de là, on est allé jusqu'à Fribourg, en forêt noire. Pareil, en entrant en désinfection. On est arrivé à Colmar, désinfection.
À Besançon, non, on ne va pas désaffecter. D'accord, d'accord. On était plein de vermis, même. Et à Dachau, finalement, vous êtes resté que quelques jours, au camp même, si j'ai bien compris. Oui, on n'est pas resté longtemps à Dachau. Là, c'était juste en gros pour faire le tri, pour oui, parce que le camp de Dachau, c'est où il arrivait des prisons de France et d'ailleurs, hein, parce qu'il y avait toutes les nationalités, qui arrivaient au camp de Dachau, puis comme il n'y avait plus de main-d'œuvre en Allemagne, les usines qui travaillaient toutes pour la guerre avaient besoin de main-d'œuvre, ils allaient au camp de Dachau, ils disaient au chef de camp qu'il fallait 200 bonhommes, et puis ils distribuaient dans telle usine, on était tous dans des commandos. C'est-à-dire, je sais pas, j'avais une carte, mais je sais pas où elle est, une carte du camp de Dachau, donc le camp mère, puis autrement tous les commandos. Mais Alac, c'était le plus gros commando de Dachau. D'accord, d'accord, d'accord. Et à Lac, ça se passait comment au point de vue nourriture, relation avec les gardes? Est-ce que vous avez regardé en vie ou est-ce que relation avec les gardes, c'était tous des SS, des SS ou des soldats allemands, en tout cas on les mettait tous dans le même sac. C'était très difficile, très dur. Et puis la nourriture, au début vous n'avez pas connu la boule de pain allemand, c'était une boule comme ça, carrée avec du pain noir. Quand on est arrivé, on avait la boule à 4. On rigolait parce qu'on disait à côté de la prison qu'on n'avait presque rien. Eh bien, mais ça n'a pas duré longtemps. Tout de suite après, c'était la boule à 5, à 6 pour finir. Elle a fini à 12. D'accord. Parce qu'ils nous donnaient pour 4 pour finir, on se partageait entre 12. Puis on avait, le matin, on avait ce qu'ils appelaient le café, mais on n'avait que la couleur. C'était chaud, puis c'est tout. C'était noir, c'était rien du tout. On avait un casse-croûte le matin, c'était une tranche de pain épaisse comme ça, soit avec un rond de saucisson ou avec un bout de margarine. Et puis à midi, on avait 3 quarts de soupe. Puis le soir, on avait de nouveau une tranche de pain, mais était un peu plus épaisse, mais avec un bout de, à 12 pour finir, à 12, avec un bout de margarine ou un bout de saucisson, qu'on ne savait pas ce que c'était trop. Oui. Non, ben, on a eu faim. Puis il y en a qui sont morts de faim, on a crevé de faim, là, oui. D'accord. Là, ça a duré 6 mois, 8 mois, le temps que les habitants... Quand on est arrivé, du jour où on est arrivé jusqu'à la libération, ça a toujours diminué. Ça a toujours diminué. Et là, vous dormez dans des baraquements près de l'usine ou on était dans des baraquements en bois, oui. D'accord. Puis c'était des anciennes écuries à chevaux. Il n'y avait pas de fenêtre. D'accord. Il y avait un toit, puis des vasistas au-dessus. Si on voulait voir ce qui se passait en dehors, on allait grimper vers les charpentes, et puis il n'y avait pas de fenêtre. Et puis on était 300 par bloc. L'entrée était de face, comme ça, le toit était comme ça. L'entrée était de face, alors la première chambre, c'était la chambre du chef de bloc avec le Schreiber. Après, on entrait donc dans la grande salle, on était, je sais plus combien, on était 300, par là, oui. Et puis, les chalets étaient rangés comme ça. Il y avait un chalet comme ça, 2 comme ça, puis un comme ça. Et au milieu, une table. C'est ce qu'ils appelaient une chambre, une table. Alors, il y en avait, je sais plus combien, tout le long comme ça, on était logés. Alors, on était un par chalet. L'hiver, les jeunes, ils nous mettaient aux 3 étages. Bon, moi, j'étais tout au-dessus parce que j'étais jeune. Mon père, par exemple, était en garde parce qu'il était âgé. Et puis, l'hiver, on avait une couverture, puis une paillasse. Les chalets, les lames de bois étaient espacées comme ça. Alors, la paillasse, elle faisait comme ça, elle couchait là-dessus. L'hiver, quand il faisait froid, il y avait un gars du Lot-et-Garonne qui couchait à côté de moi. Alors, pour avoir 2 couvertures, on couchait en chaîne de fusil, ensemble, pour avoir 2 couvertures pour se tenir chaud. Puis dans la nuit, quand il fallait se retourner, il fallait se retourner les 2 ensemble, parce qu'on n'avait pas la place de se mettre autrement. D'accord. Et entre prisonniers, il y avait que des Français ou là il y avait un mélange de tout là? On est tout mélangé. Et ça se passait comment les relations entre les prisonniers? Pas très bien. Nous, on avait la chance dans notre bloc, on était majorité de Français. Dans le bloc à mon père, c'était majorité de Russes. Dans le bloc à mon père, il y avait 14 nationalités. Et puis les Russes, il y avait toutes sortes de Russes. Hein. Moi, j'ai été copain avec un Russe il était bien, ce type-là. On apprenait un peu le russe, là. J'ai causé un peu avec lui, on arrivait à l'usine, et quand on pouvait le nuit, parce que le jour, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit non plus de lui, mais enfin, on causait un peu. Mais il y avait des Russes qui étaient voleurs, il y avait toute la bête,
D'abord, des Russes qui sont fait corriger par d'autres Russes parce qu'ils étaient vraiment dégueulasses, dégoûtants, tout ça. Il a pris une sacrée volée. On se faisait tout voler avec lui. Moi, la première nuit, j'avais gardé du pain pour déjeuner le lendemain matin. Le lendemain matin, il n'y avait plus de pain, mais j'ai fait voler mon pain. Il y a un gars qui m'a dit, mais t'as peur, il faut pas le manger, tu touches du pain pour le manger, tu te fais tout voler. Je me suis fait voler mes claquettes, des claquettes toutes neuves. Il nous a donné des claquettes pour c'est ce que c'est, les claquettes. C'est simplement une serviette de bois avec une boîte de tissu dessus. Elles étaient neuves, elles étaient bonnes. La première nuit, j'ai plus de claquettes. Je suis allé me plaindre au chef de bloc, il m'a dit, démerde-toi. Alors, je suis parti dans un autre bloc, j'ai fauché une paire de claquettes pour, je voulais pas marcher pieds nus. C'était comme ça. Et puis, on était mal vus des Polonais, parce que les Français, quand les Allemands ont envahi la Pologne, les Français les ont laissés tomber. Alors là, les Polonais nous en voulaient. Ils en voulaient un peu, on n'avait pas bonne presse avec les Polonais. Et puis les Russes aussi c'était mitigé, il y avait des bons, puis il y avait des vraiment mauvais. Oui. Puis autrement, ça se passait pas trop mal. Ça se passait pas trop mal, mais il fallait quand même un peu faire attention, pas trop, surtout pas se contrer, pas se faire voir, toujours être discret. Moi j'ai pris une ramonée un coup par un Russe, parce que on rentrait du boulot, on était compté, il fallait se mettre en rang. On quittait la place d'appel pour aller au bloc. Il fallait se mettre en rang pour rentrer dans le bloc. Le chef de bloc nous comptait encore. Puis il y a un coup, devant le bloc, là, comme les appels duraient assez longtemps, on essayait de se trouver entre Français pour moins se faire tuer, pour pouvoir parler. Il y a un jour, je sais pas pourquoi, moi j'étais avec un copain, un Français, tout ça. Il y a un Russe qui amène, puis il me bouscule, il me fout en dehors pour prendre la place. Mais je me suis retourné. Il était bien plus costaud que moi. Et puis j'ai pris une remonée pas possible, parce que personne n'a bougé, fallait pas, parce que les Russes, s'ils se battent à deux, il faut les laisser se battre. S'il y en a un troisième qui s'y met, tout le monde s'y met. Alors, fallait pas, moi je ne savais rien, je ne connaissais pas toute leur machin, leur coutume. Alors j'ai pris une sacrée ronflée. Et puis il y a un gars qui m'a dit, parce que le Russe qui m'a foutu une ronflée, là, il voulait se mettre à côté d'un de ses copains. Et moi, j'ai pas voulu, j'ai refusé. Alors, lui, il était plus fort que moi, il m'a bousculé, puis c'est lui qui a pris la place. Là, alors après, il fallait être discret, il fallait pas se faire voir, puis surtout par les capots. Il fallait pas se repérer par les capots, parce que on chopait du strafarbet. Moi, j'en ai chopé un coup pour avoir porté. Il y avait un bon copain qui était de Dijon, qui était à l'infirmerie. L'infirmerie était à l'hôpital, mais c'était pas grand chose, il avait rien pour nous soigner. Enfin, il était à l'infirmerie pour 3 jours, et puis il avait touché son casse-croûte au bloc. C'était un bon copain, puis surtout avec mon père. Puis c'est mon père qui me dit, tiens, tu porterais pas le casse-croûte à Andrio, il s'appelait Andrio, parce que pas le casse-croûte à Andrio, il était au revire, et puis c'est bloqué son casse-croûte. Oh je lui dis si, parce que c'était important, le casse-croûte. Moi, je suis allé, c'était défendu. J'ai contourné l'infirmerie, je suis allé par derrière. Il y a un capot qui m'a vu. Puis moi, j'ai cru me sauver, mais en claquette, pas vite, le capot, il était en chaussure, il m'a rattrapé, il m'a piqué mon numéro. J'ai eu 15 jours de strafarbet. C'est-à-dire que quand on rentrait du boulot, quand on était 2 jours, puis qu'on rentrait du boulot, et le soir, au lieu d'aller au casse-croûte, on allait faire encore 1 heure de terrassement. Mais le dernier jour, c'était le 20 août 44, je voulais me foutre dans les barbelés, parce que j'en ai bavé ce jour-là, je pouvais plus, je voulais me foutre dans les barbelés, et puis les copains qui passent à côté de moi, qui me disaient, tu fais pas le con, il n'y a plus guerre, tout ça, ils me remontaient le moral, mais c'est le jour où j'en ai le plus bavé. Le 20 août alors? Le 20 août 44, je me rappelle qu'un dimanche. Ils m'avaient mis sur la place d'appel, puis il faisait chaud. Sur la place d'appel, ils avaient marqué à la bombe, là, un trou d'1 mètre carré, avec des creuses 1 mètre de profondeur, pour le remplir de cailloux pour faire un plus sec, comme on dit, pour écoulement des eaux. Dès la matinée, moi, j'ai creusé comme ça, j'étais bien loin du compte, puis le capot passait sans arrêt à côté de moi. Il gueulait, puis il me repique mon numéro, il me coupait pour 15 jours. Alors là, j'étais découragé, parce que non, on n'avait pas ce coup dans les fils de fer, c'était vite fait, hein. C'était électrifié, un fil, c'était électrifié. Ah oui, puis il y a du courant, on n'a pas le droit d'approcher. Et là, il m'a engueulé, il m'a piqué mon numéro, il y a comment ça s'appelle, l'Arbeitensatz, la maison du travail,
après l'appel, là, parce que c'était encore appel, hein, j'avais appel pour ceux qui avaient du Strafarbet. Après l'appel, au lieu de rentrer à la baraque, je fontais à l'Arbet Enzatz. Je savais pas qui c'était défendu, mais je suis foncé là-bas. C'était eux qui distribuaient les numéros pour les punis, quoi. Et j'aurais dit que le Capococ m'avait piqué mon numéro, et puis que j'en avais marre, tout ça. Et puis, ils m'ont rien répondu, rien du tout. Et ils ont rayé mon numéro, puis j'y ai pas été. C'était des Slovènes, c'était pas des Français. Il y avait quand même un petit peu, mais on pouvait pas se fier, c'était un petit peu quand même de gens plus sensés. D'accord. Et puis pour la nourriture, il y avait moyen de se débrouiller à l'usine, de prendre des trucs des civils, de faire des échanges. Non, on n'avait pas le droit d'aller aux cuisines, on avait qu'à se faire piquer par le capot, puis on faisait du chafardec. Non, moi tout ce que j'ai eu comme le copain alsacien de Dijon qui était arrêté en même temps que nous, il parlait l'allemand. Alors lui, il a été affecté dans un bloc comme Schreiber. Ouais, donc là, c'est lui qui, à la place du chef de bloc, c'est lui qui faisait la comptabilité de ceux qui étaient là, de ceux qui étaient malades, de ceux qui étaient morts, ainsi de suite. Et puis c'est lui qui distribuait la soupe sur le bloc quand on était de nuit, qu'on était toujours au bloc. Parce que quand on était de nuit, on a touché à minuit à l'usine. Alors, des fois, puis presque tout le temps, il avait du raviot dans les gamelles. Il avait la louche, c'était la mesure, c'était la louche, puis quand il en restait, il avait profité les copains. Or lui, il m'en a fait profiter quelquefois. C'est tout ce que j'ai eu comme on ne pouvait pas se débrouiller, rien du tout. À l'usine, un Allemand qui m'a apporté quelquefois, c'est un régleur. Il avait, je sais pas, c'était un vieux déjà, puisqu'il n'était pas à l'armée, il était déjà vieux. Il m'a apporté 2-3 fois de nuit, bien sûr, parce que le jour c'était pas possible, des pommes de terre rondes cuites. D'accord. Autrement, c'est un Allemand qui m'a donné un bout de pain un jour. Un Allemand, un verre de gris là avec le fusil. D'accord. Je sais pas pourquoi je sais ici, parce que quand on allait à l'usine, on était sur les rangs, et quand on est, je sais pas combien, 2000 en colonne, il y a des à-coups, des moments où il faut courir pour les attraper, puis des moments où on piétine, et puis on disait pas du bien des Allemands quand on était entre Français. Puis un jour à l'usine, il y a un Allemand qui passe derrière moi, je vais bien, il me regardait, puis il se passe, il me regardait, puis il dit rien. Moi j'ai travaillé, moi je me dégage, je dis qu'est-ce que j'ai encore fait, je sentais que j'étais visé, puis un coup il passe, puis il me fait comme ça, en gros, quand vous êtes sur les rangs, il dit faites attention à ce que vous dites, parce qu'il y a des oreilles qui vous écoutent. Je dis merde, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit sûr qu'on parle du bien d'eux. Ouais. Et puis un jour ou deux après, il m'apporte et puis il me pose un bout de pain, parce que je travaillais sur une perceuse, et puis on avait tous un petit meuble à côté pour ranger les outils. D'accord. Il me pose un bout de pain allemand sur ce bouchon. Moi, je le regardais, ce bout de pain. Je n'osais pas y toucher. Il me dit, il faut ranger le bout de pain, ou il faut le manger, il faut le ranger. Il me dit, il ne faut pas que les Allemands le voient. Il ne faut pas qu'ils le voient, on n'a pas dit les Allemands, mais enfin, je ne me rappelle pas exactement, mais enfin. Là, c'était un soldat. Un soldat, oui, un fusil, tout, c'était un qui nous accompagnait. Je n'osais pas y toucher à ce bout de pain. Puis pour finir, c'est tentant quand on a faim, puis qu'on fait un peu de pain. C'est tentant, alors j'ai ramassé, puis j'ai caché dans mon petit meuble et tout. Puis il est repassé après, sur le coup des midis, d'habitude on les voit pas, c'est quand ils ont au casse-route. C'est un Alsacien qui vient enrôler de force. Et son frère était prisonnier. Et il m'a donné son nom. Et il me demandait si je connaissais un tel. Il me dit, je suis alsacien, puis mon frère est déporté, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que tu le connais? Il m'a dit. Alors, après, on a mangé le bout de pain, j'ai partagé avec un copain, on a mangé le bout de pain, mais je n'osais pas y toucher parce que j'aurais pris, puis que ce soit un Allemand qui me donne le bout de pain, puis que je le prenne, ils disent que j'ai volé le bout de pain. Je risquais d'être pendu, hein. Parce qu'ils en ont pendu, hein. Bon, puis ils nous rassemblaient pour voir quand ils les pendaient. Là, à l'AP aussi, là? À l'AP, oui. D'accord, d'accord. C'était pour quelle raison quand ils faisaient ça? Ils attribuaient ça comme le sabotage. D'accord. Sabotage, j'avais pas mal travaillé sur les pièces et puis ils mettaient la faute sur nous, puis ils étaient pendus. Ils ont pendu un Russe un coup, il travaillait à la cuisson des pièces, et puis il travaillait à un four, puis le four a été foutu. Puis le Russe qui a dit à ses copains, parce qu'ils n'ont pas pu le faire taire, il a dit que c'était lui, c'était l'Allemand qui avait bousillé le four, que c'était pas lui, mais l'Allemand a mis la faute sur lui, puis c'est lui qui a été pendu.
Ça arrivait souvent qu'ils pendent des gens, c'est beaucoup de fois, ou c'est quelque chose c'est arrivé, moi j'en ai vu pendre je sais pas combien, plusieurs, 25, 30. D'accord. On n'a pas tout vu parce que quand on assistait à une pendaison, c'est quand on était de nuit, parce qu'on rentrait au camp de jour. D'accord. Ceux qui étaient de jour, ils ne le voyaient pas ça. Ceux qui étaient de jour, on en voyait autant que nous. Et sinon, ils avaient d'autres moyens pour, est-ce qu'ils essayaient quand même de préserver ces travailleurs, ou est-ce que des fois ils tuaient des gens vraiment, disons, sans raison? Oui, ils tuaient sans raison. Ils tuaient sans raison. Les capots, ils avaient le droit de vie et de mort sur les prisonniers. C'était pourtant des prisonniers aussi, ils avaient tous l'habit rayé. Mais ils avaient le droit de vie et de mort sur les prisonniers, mais ils en ont esquinté des prisonniers. Il y a un capot, le capot coq on l'appelait, c'était il était gros tellement il mangeait de soupe, puisqu'il pouvait manger tout ce qu'il voulait, c'est lui qui l'a distribué à la baraque. Hein. Or, il en a tempêtement fait chier à tous les déportés, c'est lui qui m'a foutu pendant que j'étais au Strafarbeit, qui nous surveillait, c'est lui qui m'a un coup on était au fond d'un trou, on creusait un trou pour faire un bunker pour les Allemands, hein, en dehors du camp, et puis je causais avec un gars de la Saône-et-Loire, d'Haute-Saône, un Reuchet, près de Vesoul. On trouvait deux Français en cause de lui, on n'avait pas le droit de parler. Le capot est arrivé, la terre qu'on creusait puis qu'on piochait, on la remontait déjà un bout, puis il y en a qui les reprenaient puis qui la mettaient au-dessus. Hein. Et bien lui, il ne la reprenait plus au-dessus, puis il nous la foutait sur la figure en bas, parce qu'on avait causé simplement. Et bien ce capot-là, les Russes s'étaient promis de le... Et nous aussi, on s'était promis à la libération de le bousiller. C'est les Russes qui l'ont bousillé. Ils l'ont pas assommé, rien du tout. Ils ont ouvert le ventre comme ça. Il est mort avec les boyaux sur ses genoux, ce capot-là. C'est vous dire l'ambiance qu'il y avait. Là, les capots, finalement, ils prenaient des salauds, en fait, comme les prisonniers pour faire... Les capots, c'était des gars qui étaient là pour nous surveiller, pour nous faire travailler. Il y en avait des pas mauvais. Mais ils tenaient à leur place parce qu'ils avaient un brassard capot. Il y avait les deux sortes de capots. Il y avait les brassards jaunes puis les brassards verts. Les verts, c'était les OJ. Je sais pas pourquoi, c'était un grade en dessous. C'était en principe des gardes-chiottes, parce qu'à l'usine, il y avait des chiottes. Mais il y avait un garde, parce qu'il y en a qui restaient trop longtemps. Alors, il y avait mis un garde pour pas rester trop longtemps. Mais nous, à l'usine, c'était un OJ, c'était un Belge, il parlait très bien le français. Il passait à côté de nous. Il avait le droit de nous causer, parce qu'il devait nous faire travailler si on arrêtait. Mais lui, c'était un bon. Parce que, s'il passait 2 jours, il ne le faisait pas. Mais de nuit, par exemple, il se promenait vers nous, on causait 2 mots ensemble. S'il voyait un Allemand à l'autre bout, par exemple, c'est lui qui gueulait un coup pour qu'on travaille, il fallait voir qu'il travaillait, qu'il faisait son boulot, mais c'était pas méchant. Tandis qu'il y en a qui étaient des salauds, et puis ils tenaient à leur place parce qu'ils avaient une gamelle de soupe de plus, quoi. Ils disaient, une gamelle de soupe, ça comptait, hein, là-bas. Et puis quand la libération elle est arrivée, c'est devenu comment l'ambiance? Je suppose que quand la libération a commencé à venir, oui, je suppose que vous entendiez un peu des rumeurs, ou vous saviez que ça... On sentait qu'ils allaient arriver parce que à l'usine, on a arrêté l'usine bien 8 jours avant. Mais à l'usine, on avait des informations, mais en allemand. Et puis, comme on connaissait, comme par exemple quand les troupes Leclerc ont monté la vallée du Rhône, les Allemands ne reculaient jamais, mais d'après les villes qu'ils annonçaient que c'était prises par les Américains, on suivait l'avancée des Alliés. Où on a trouvé long, c'est l'hiver, parce qu'on a eu un hiver très dur, puis les troupes ont été arrêtées sur le Rhin, hein, ils ne sont pas bagarrés, puis ça a failli mal tourner en des Ardennes, hein, et ils avaient repris du poil de la bête, les Allemands. Alors là, on a trouvé long. Ce qui nous tenait le moral, c'était les bombardements. Parce qu'on disait, tant qu'ils bombardent, qu'ils foutent sur la gueule, et puis on sentait que ça allait venir, mais on trouvait le temps long. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas, je vous demandais l'ambiance, comment c'était vers la fin, disons. À la fin, quand vous saviez que à la fin, un beau jour, on a arrêté de travailler à l'usine, il n'y avait plus d'électricité, les Allemands avaient bombardé, les Américains avaient bombardé, tout, ils nous ont laissé, je sais pas quoi, on était 10 jours au camp, là, avant qu'ils arrivent, quoi. Et on n'avait pas grand chose à manger non plus, puis les 3 derniers jours, on n'avait rien du tout. D'accord. On n'avait plus rien, il n'y avait plus de ravitaillement, plus rien du tout. Donc, quand les Américains sont arrivés, il y avait un silo de pommes de terre qui était en dehors du camp. Eh bien,
Il y a la photo là, hein. Moi je suis pas resté longtemps sur la photo, hein. J'ai bien sur le livre. Ouais, Là, c'est oui. là, ouais. Je suis pas resté longtemps, j'ai vu, on a vite arraché les grilles, parce qu'ils ont coupé le courant, il y a plus de courant, tout, arraché les grillages, et puis on a tous foncé, ah ben, si l'autre tapette, il n'y en a pas eu pour longtemps, on a tous foncé dessus, on crevait de faim, on n'avait rien pour les mettre, j'ai enlevé ma veste, j'ai ramassé tout ce que j'ai pu dans ma veste, puis on est rentré au camp, puis on s'était formé par petites équipes de pays ou de copains, et puis on a poursuivi des patates, puis on a mangé des patates. D'accord, d'accord. Ouais. Et puis j'ai entendu dire souvent qu'à la libération, comme ça, il y en a certains qui sont morts justement d'avoir trop mangé. Ça, vous avez vu oui. ça, ouais? Ah ben, il y en a qui sont morts. Il y en a qu'on a laissé en Allemagne, qu'on n'a pas pu ramener, parce qu'on était dans un mauvais état. Puis, il y en a bien qui sont morts d'avoir trop mangé, ceux qui avaient à manger. Moi, j'ai failli y rester, parce que quand les Américains sont arrivés, on avait le typhus dans le camp. Alors on était en quarantaine, on n'avait pas le droit de sortir. D'accord. Comme on n'était pas ravitaillés, parce que les Américains ne nous ont pas ravitaillés, on a fait des trous dans le grillage, puis on sortait la nuit. Donc, si on sortait à 3 ou 4 pour aller dans la campagne chercher du ravito, eh ben, on sortait un par un parce que la patrouille, c'était des Noirs qui nous gardaient. Attention, ils rigolent pas, eux, hein, ils ont consigne, ils tirent. Hein. Il y a un copain qui a été blessé par eux. Hein. Par les Américains, par les Américains, Nord-Américains, oui. Mais parce qu'il s'est fait prendre à sortir la nuit, puis il a pris une balle dans la cuisse. Hein. Il s'en est tiré, mais enfin, pour dire. Alors on sortait un ou deux par la fois, puis on s'attendait un peu plus loin, puis on partait dans la campagne pour chercher ce qu'on trouvait. Du pain, des pommes de terre, n'importe quoi, on ramassait tout ce qu'on trouvait, puis plus on avançait dans le temps, plus il fallait aller loin, quoi. Oui. Voilà, on n'était pas ravitaillé du tout. Ah, mais je regarde juste ça en est, une seconde. Sortir du camp aussi pour trouver de la nourriture. Oui. Là, je suppose que vous tombez sur des civils allemands aussi. Des civils là, vous voyez des civils, je suppose, quand vous sortez du camp, non? On voyait des femmes. Et puis là, ça se passait comment avec eux? Ben, ça se passait bien, parce que personne ne disait rien. On voyait que des femmes et des gamins ou des très vieux. D'accord. On voyait, il n'y a plus d'hommes, hein. Et puis, ils vous donnaient la nourriture, vous voyez? Ils donnaient rien du tout, ils donnaient déjà pas trop pour eux. Mais nous, on prenait ce qu'on trouvait. Voilà. On leur demandait pas, on se servait. Ah ben, on était les concurrents, ce coup-là. On n'était plus les mêmes, hein. Ah ben non, eux, ils donnaient pas. On fauchait tout ce qu'on trouvait. Nous, les Français sont pas trop mal comportés. Mais moi, je suis allé dans une boulangerie un coup. On a réussi de passer qu'il y avait du pain, parce qu'on n'avait pas tout le temps. On voit une boulangerie. Je ne me rappelle plus comment c'était. Je savais lire l'allemand à ce moment-là. Je ne me rappelle plus. On voit boulangerie. Baccarat, non? Oui, quelque chose comme ça. Ça finit par lire. Puis une file dedans. On a foncé, on a passé devant, on a tout ramassé le pain qu'on a pu porter. D'accord. On a tout ramassé, on s'est pas occupé si les gens faisaient la queue, on a ramassé, on est allé un coup dans une ferme, une vieille ferme. Après, je m'en faisais mal parce que je dis, on gueule après les Allemands, puis on est comme eux. Une bonne femme, une vieille dame, faut dire, une vieille dame qui était avec sa petite fille, qui était en train de griller des patates le matin à 10 heures, griller des patates sur des vieux fourneaux à pâte, des vieux fourneaux de campagne de dans le temps, elle déjeunait là. Nous, elle avait rien d'autre à nous donner, on n'avait rien à lui prendre. Et bien, on a mangé les patates, on a tout raflé les patates qu'elle était en train de faire griller. Ah non, on se servait. Et puis, comme les Américains avaient été mal reçus à Dachau par les Allemands, parce que quand les Américains sont arrivés, les SS qui entouraient le camp de Dachau, voilà, le camp de Dachau, ils avaient hissé le drapeau blanc. Et quand les Américains sont entrés dans le camp, c'était un soir, à 6-7 heures, les SS qui restaient dans les miradors ont tiré sur les Américains. Les Américains se sont retirés, ils sont revenus le lendemain matin, et tous les SS qu'ils ont pris sur le coup, ils ont pas arrêté, ils ont fusillé directement, sur place. Ils avaient ordre de tirer sur tous les SS qu'ils trouvaient. Et puis, dans les jours suivants, ils faisaient un peu la chasse aux SS. Parce que il y a des SS qui se sont barrés pour aller se mettre en habit civil et puis tout. Parce que moi, dans mes sorties, parce que comme j'étais jeune, c'est moi qui sortais pour aller au ravitaillement avec un autre copain de Bois-d'Amont, puis un autre de Réloir. On sortait ensemble. Eh bien, il y avait un camp de Canadiens à côté de nous, c'est un militaire américain, des Canadiens, qui parlaient français. Et puis on est allé manger 2-3 fois avec eux. Ah bien, on prenait la queue comme les soldats, on arrivait,
leur cuisine était comme ça, on passait au milieu, à l'entrée, ils nous donnaient une gamelle, puis ils nous servaient, puis on allait manger. On mangeait, on venait, on se remettait sur les rangs pour manger, et puis, donc il nous a ravitaillés, puis il nous avait dit, parce que c'était un commandant du camp, là, il nous a dit que si on reconnaissait des essais dans la nature, qu'il fallait leur dire. Et puis, nous, un coup, dans une ferme, dans un petit village pas bien loin d'un lac, il y avait un gros corps de ferme, le bâtiment était comme ça, et puis devant c'était fermé par une barrière, puis dedans il y avait un chien, un gros chien qui était attaché à une chaîne, puis qui était mauvais comme tout, il se lançait, puis il gueulait. Et puis il y avait un bonhomme qui sciait du bois, à la main, comme ça, il sciait du bois. Et puis on insiste à la barrière, il n'est pas venu, il nous a gueulé en allemand qu'il fallait qu'on se taille parce qu'il allait lâcher le chien. Et puis après, moi je dis, mais ce type-là, qu'est-ce qu'il faisait là? C'est un SS qui s'est planqué, c'est pas loupé. Alors moi, on est rentré, on a passé par le camp des Canadiens, je suis allé dire au chef, il dit, dans tel village, à tel endroit, il y a une ferme, il y a un SS qui est là-bas. Ils ont sauté 4 dans le jeep, ils sont partis là-bas, ils l'ont ramassé là, c'était bien un SS, ils l'ont ramené au camp et ils l'ont fusillé. Ils nous l'ont donné, ils ont pris un prisonnier, et puis pour lui faire faire ce qu'il nous faisait faire, c'est-à-dire il nous faisait faire la flotte, hein, courir, coucher, debout, coucher. Alors, pendant un quart d'heure, déjà, moi j'ai pas été parce que j'ai pas été assez vif. Il y a des gars qui l'ont pris, qui l'ont fait courir, puis après ils l'ont emmené sur la jeep, il y avait une butte, ils l'ont emmené là-bas, ceux qui prenaient, à Dachau, ils les fusillaient. Les SS, ils les fusillaient. Et puis là, à la libération, il y a dû avoir quand même un certain nombre de règlements de compte aussi. Tout à l'heure, vous me parliez de ce capot, la Corse. Il y a eu pas mal de cas comme ça. Il y a eu des trucs comme ça, mais moi j'ai connu que celui-là. Parce que nous, entre nous, on n'était pas vindicatifs, on n'avait pas, même si on en voulait à un gars, on était libérés, on était tous contents d'être libres. Mais les Russes en voulaient à ce gars-là, puis moi j'aurais, je sais pas ce que j'aurais fait, mais j'aurais fait quelque chose à la libération parce que m'en avait fait baver. Puis il y a bien d'autres, mais c'est les Russes qui s'en sont occupés. Donc eux, les Russes, ils étaient ils étaient plus, enfin, ils venaient d'un pays qui est quand même plus brutal que la France, tout ça. Oui. Ils n'hésitaient pas, je pense, à tuer quelqu'un. Les capots, vous avez le droit de vie de mort, hein. Non, mais les Russes, c'est les prisonniers. Ah, les Russes. À la libération, on était un peu séparés, hein. On s'était mis un peu les Français ensemble, les Russes ensemble. D'accord. Et puis vous avez dit que vous avez pris un pantalon allemand après pour rentrer. Mais c'était parce que je sais qu'à Dachau, il y avait une espèce d'usine d'habillement justement. Tu vois, à côté du camp de Dachau, il y avait une usine d'habillement pour les SS. Il y avait les casernes SS, puis il y a une usine d'habillement. Il y en a beaucoup qui sont allés piller là-bas dedans, mais je suis allé juste pour prendre un pantalon. On n'avait rien, on n'avait pas une valise, on n'avait rien, on aurait pu ramener tout ce qu'on voulait. Les gens, j'ai vu marcher sur des piles comme ça de cigares écrasés par terre. Ils avaient des paquets de cigares empilés, les gars tiraient pour prendre 2-3 cigares, la boîte tombait, marchait dessus. Ils avaient une sacrée réserve, hein. Puis on parlait de ceux qui étaient morts pour avoir trop mangé. Moi, ça a failli m'arriver, parce que quand on sortait dans la nature, là, on savait plus trop où aller, puis moi, je connaissais un Français, qui était travailleur libre là-bas, parce qu'il était contrôleur pas loin de ma machine. Et puis, Delmas, il s'appelait, je le connaissais bien, il m'avait refilé de la bière de nuit quand on était ensemble. Eh bien, ils avaient un camp à eux, les Français, mais ils n'étaient pas fermés, ils étaient libres. Et puis j'ai dit, tiens, on va aller au camp des travailleurs libres, voir s'ils ont quelque chose à bouffer. Ils n'avaient rien non plus, il n'y avait plus de ravitaillement, plus rien du tout. Mais eux, ils allaient à la chasse. Ils avaient ramassé des fusils, normalement, puis il y a du gibier, hein. Il y avait plein de gibier là-bas. Alors, il arrive là-bas, puis je trouve un Français là-bas, puis je dis, tiens, vous n'avez pas Delmas par là? Il dit, oh, si, attends, je vais l'appeler. Je l'appelle, là, il y a une fenêtre, il dit, ah oui, alors il est arrivé vers moi, puis j'ai dit, vous n'avez pas quelque chose à bouffer, nous, on crève de faim. Il dit, ben non, nous, on n'a rien, mais on a 2 chevreuils et puis un lièvre là, puis on ne sait pas y dépouiller. Il dit, oh, ben j'ai dit, amen, j'étais avec un gars de Bredamont, j'ai dit, amen, on va bien le dépouiller. J'ai dépouillé les 2 chevreuils et puis le lièvre. Puis ils nous ont donné un bon quartier de chevreuil, puis je suis rentré au camp avec ça, mais on n'avait rien pour y cuire, on y a cuit dans l'eau comme ça, et puis moi j'en ai mangé trop, puis j'ai chopé la dysenterie. C'est le copain de Baudamont, qui avait un car militaire, lui, et puis qui a pris de la braise du bois qu'on avait fait, qu'on avait brûlé, il a pilé dans le car, puis qui m'a forcé à y avaler, puis c'est ça qui m'a sauvé, mais j'ai été 2-3 jours, j'étais mort, j'étais à plat.
Et si le copain m'avait pas fait avaler cette braise, là, ben, je serais mort, hein. Parce que la dysenterie, c'était vite fait, hein. Je voyais un gars qui courait au WC, ben, là, on ne le voyait plus, hein. Et vous savez combien vous pesiez à peu près à la libération? Vous avez perdu beaucoup de poids? J'avais non, je ne suis pas abusé. Mais vous étiez très très maigre ou ça allait encore? Non, ça allait encore, j'étais pas très très maigre. D'accord. Mais j'étais boursouflé. Ouais. D'avoir bu de l'eau, je sais pas quoi, j'étais enflé. Comme il y en avait beaucoup qui étaient enflés. J'ai un copain, moi, il était tellement enflé qu'il ne pouvait pas ouvrir les yeux. Ouais. Il avait les jambes comme des poteaux. Ouais. D'accord. Et puis donc votre père, il est rentré aussi, hein? On est rentré ensemble. Lui, il avait plus maigri que moi. D'accord. Ben, il s'en fait. J'ai vu dans le livre aussi, tout à l'heure. Ah oui, il y a un dessin. Oui, ben, c'est un copain qui a dessiné au cousin à Tachot. Autant il a fait le dessin. À la Libération, un copain qui dessinait bien, il a trouvé du papier, je sais pas, du crayon, puis il a fait mon père. Il voulait le faire, moi j'ai pas voulu, fallait rester, je sais pas combien de temps sans bouger. J'ai pas accepté, puis après j'ai regretté, D'accord. par la patience. Et pour parler encore de ces habits là, à côté de Tachot, qu'est-ce que vous avez vu, par curiosité, il y avait quoi comme habits là-dedans? Vous disiez que vous avez fait un pantalon, mais il y avait des insignes, il y avait tous les machins, il y avait quoi? Il y avait tout, oui. D'accord. C'était des magasins pour les SS. Ils avaient tout ce qu'il leur fallait dans le machin. Il y avait de tout. Moi, j'ai été chercher un pantalon, puis c'est tout. Il y en a qui ont réussi à rapporter des trucs. Mais nous, on n'avait rien. Moi, je me suis fait une caisse pour ramener 2-3 bricoles que j'avais. Une caisse avec 2 tiroirs d'usine que j'ai avancé ensemble. J'ai fait une caisse élégante comme ça, puis les autres comme ça. On met rien dedans. Non, moi je vais rapporter là. Oh, puis on avait envie de rentrer, on avait envie de rapporter. Et à part